Alors, bonsoir, bienvenue à tous à cette séance du Conseil municipal du mardi 12 mai. Il est 19 h. Vous avez visiblement préféré la démocratie municipale à la partie de hockey. Alors, on va commencer avec l'ouverture de la séance et le constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. On va aller au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications? Aucune modification n'est proposée relativement à l'ordre du jour. Merci. Proposé par? Benoît Delisle. Merci. Appuyé par? Karine Benoît, j'appuie. Merci. La période de questions destinée au public. On commence avec les questions en ligne. Alors, la première question, Monsieur le maire, provient de Mme Mylène Veilleux. Le bulletin municipal d'août-septembre 2025 mentionnait le plan quinquennal d'immobilisation. Dans ce dernier, il y avait une mention de travaux sur Iberville entre les rues Contrecoeur et Laurentien en 2026. Qu'en est-il de la situation? Les travaux auront-ils lieu tels que prévu? Si oui, à quel moment? Et sinon, pourquoi? Alors, oui, puis comme vous, merci pour la question. Comme vous pouvez le constater, les travaux ont déjà commencé depuis maintenant une semaine. La prochaine question, Monsieur le maire, est de Mme Dina Bélanger sur la rue Le Bourgneuf. Alors, la ceinture verte est un enjeu important pour les résidents du boulevard Le Bourgneuf. De quelle façon la Ville s'assurera-t-elle que les attentes des résidents soient entendues et respectées? Merci. Bien, tout d'abord, il est bon de noter que 75 du territoire de la MRC est protégé, zoné agricole ou même forêt. Et pour la suite, eh bien, il va y avoir avec le plan d'urbanisme, avant son adoption, une dernière consultation publique. Donc, les gens qui sont intéressés pourront venir en parler durant cette rencontre. La troisième et dernière question provient de M. Gilles Renière. Quand allez-vous faire respecter les règlements aux vélos qui ne respectent rien, ni arrêt, ni lumière et vitesse? La loi est pour tous. Merci. Bien, à vrai dire, effectivement, la loi est pour tous. Pas plus tard que cette semaine, j'ai su par la bande qu'il y avait une contravention qui avait été donnée à un cycliste qui avait ses écouteurs dans le coin de la rue Maurice. Alors, quand les policiers constatent une infraction, ils font, comme à toutes les fois, ils font respecter les règlements et les lois. C'est tout pour en C'est ligne. tout pour les questions Parfait. en ligne, Monsieur le maire. On passe aux questions en personne. Monsieur Jean Langlois. Bonsoir. 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 Ah. Paul Jean Langlois de Vitrerie Joyal, toujours. En plein ça, c'est la parenté en plus. Ben oui. Vous avez définitivement pas écouté l'émission. Non, mais c'est parce que c'est du monde transparent. La rue Providence, la fameuse piste cyclable. Vous aviez fait état le 10 mars dernier. Justement, à 1 minute 12, je vous invite à écouter ce que vous avez dit. Parce que moi, je me questionnais, comment ça fait que les gens n'avaient pas été informés. D'ailleurs, on me confirme par l'excellente information qu'il n'y a jamais eu d'avis. Il n'y a jamais eu de... Mais non, vous m'aviez fait part que vous aviez passé des clients. Non, on a dit qu'on était passé faire du porte-à-porte. Non, vous avez comme nuancé tout ça pour essayer de laisser planer qu'il y avait de la consultation, alors que vous parlez de transparence puis de consultation. Puis là, vous avez fait allusion qu'il y a eu des accidents au coin de Marquis puis Providence, et c'est la raison du pourquoi qu'il y aurait... Puis là, vous êtes censé de me dire, oui, on a pris une étude, puis là, on va voir si on la repose, ou on fait quoi avec la fameuse piste cyclable qui est enlevée sur Préfontaine. Ah ben c'est le fun, vous répondez à la question avant même. C'est ça. Alors, là, vous aviez fait état qu'il y avait des accidents au coin de Marquis puis Providence. Bien, par l'excellente information, j'apprends que le rapport, il n'y a pas de rapport d'accident de ces événements-là. Alors, faisant allusion par vous qu'il y avait des accidents qui auraient été une des raisons pourquoi on l'a enlevé, la piste cyclable, dites-moi donc, ça sera à vous maintenant de me dire c'est quand qu'il y a eu des accidents-là. Ah, bien, on va pouvoir aller voir le citoyen ensemble, ça vous tente? Bien, donnez-moi les coordonnées d'où ça s'est produit. Puis cet accident-là, il n'y a pas eu d'événement déclaré de l'accident si c'était si atroce que ça, là. Parce que mon voisin a dit quand quelqu'un tombe, il se relève. Facile. On va se limiter à ça. J'aimerais ça savoir, là, c'est qui, c'est quoi. Parce que moi, à 43 ans, je n'ai jamais vu d'incident au coin de Marquis puis Providence. Fait que vous me tiendrez au courant. D'accord. La deuxième question. Bien, justement, j'ai reçu une lettre à l'occupant. Puis là, je me suis dit, bien, possiblement, là, ils veulent nous informer suite à mon intervention. Qu'est-ce qu'on fait avec la piste cyclable? Puis vu qu'on a pris la scarifieuse pour enlever la fameuse piste cyclable sur quasiment
je dirais quasiment 1 kilomètre de long. Là. Si tu prends Marquis pour aller jusqu'à Préfontaine, là, c'est une assez bonne distance. On l'a enlevé sans consultation après 43 ans. Fait que non, c'était pas ça. C'était pas de nous informer de ça du tout. Fait que vous me tiendrez au courant de la décision que vous avez prise. Parce que là, ce que j'en comprends aussi, la décision, je ne sais pas de qui que ça a été pris, mais ça a l'air que la dépense a été engendrée par le comité exécutif. Ça, je regarde ceux qui sont sur le comité exécutif à ce moment-là. Ça a l'air que c'est vous autres qui avez entériné la dépense pour la scarifieuse, qui aurait coûté 12 000 pour faire cette section-là. Bon. Fait que là, on voit qu'on n'a pas beaucoup de réponses de votre part, mais... j'attendais la question. Ben, c'est terminé, la question, c'est l'accident en question que vous faites allusion. Je vous ai répondu tantôt, je vous ai dit on irait voir le citoyen ensemble. Je n'ai pas à aller voir avec vous la citoyenne. Je veux savoir c'est qui, c'est quand, la date de l'événement. Ah non, là, je ne commencerai pas à donner des noms. Regarde, ça n'existe pas ton affaire. On va dire la vraie chose. Écoute, j'ai jamais vu d'accident là, la piste cyclable. Bon, mais vous ne l'avez pas vu. Ça... Là, l'autre affaire, je me questionne. Je regardais les contrats des directeurs de cabinet. M. Richard Camiran, que vous avez dû connaître aussi. Oui. Micheline Charpentier. Oui. Tu sais, à l'époque, on parlait de 7 000 par mois, le salaire. En 1990? Non, il était 10 ans là, puis on s'en va dans l'évolution, j'ai son contrat. Juste vous dire, M. Camiran... Non, vous répondrez après. Là. Après ça, il y a eu Mme Micheline Charpentier. Mais là, la question que je me pose, auparavant, dans le temps d'Alain Brien, il n'y en avait pas de directeur du cabinet. En 93? Ça a apparu par après, les directeurs de cabinet, pour des villes de 100 000 et moins à l'époque. C'est rendu 50 000 depuis 2 ans. Je le sais. Je vous parle de par l'époque. Laissez-moi continuer. Oui, mais ramenez pas en 1980. Là, on peut-tu parler de sujet? Mais là, c'est qu'il n'y avait pas auparavant, ça a été durant l'ancien terme, un directeur du cabinet. Là, aujourd'hui, il y a un directeur du cabinet. Là, vous êtes rendu 5 dans le cabinet. Ben oui. Ça en prend du monde pour faire marcher ça, hein? Ben oui. C'est assez étonnant, pareil. Ben non, là, c'est rendu la loi. Une directrice du cabinet, il y a une chef adjointe du cabinet, il y a un conseiller stratégique, il y a un autre conseiller stratégique, puis en plus, une responsable de soutien stratégique aux communications du cabinet du maire. Hey, c'est pas croyable. Combien vous pensez, tout ce salaire-là? Pourriez-vous me le dire? Combien qu'on est on le sait parce que c'est dans la loi. Alors, là, tout ce monde-là, c'est dans la loi de commander tout ce monde-là, ça a changé à ce point-là. Je peux-tu répondre? Voulez-vous une réponse ou vous êtes venu faire votre spectacle? Non, elle s'en vient. Vous allez me répondre, c'est pas fini. Posez-la. Puis en plus, il y en a un autre que j'ai lu dans le journal. Une directrice générale adjointe, là, je ne l'ai jamais vue. Marie-Angéline Descadres, direction adjointe à la Alexandre, il l'a vu, hein? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Bien, tant mieux, vous l'avez vu, c'est sûr, c'est dans LT. Moi, je veux savoir comment ça se fait. Dans le temps, il n'y en avait rien qu'un, là, on est rendu avec 2. Fait que tout ça, c'est là la question. C'est combien le coût de tout ça, de ton cabinet, a rendu à 5 personnes au lieu de 1? Alors, dans la loi qui a été modifiée il y a 2 ans... Ah, bon, le meter. Wow! Alors, oui, c'est lourd, M. Langlois, quand vous venez, parce que c'est tellement d'un ridicule. Alors, oui, parce qu'il y a 2 ans, la loi a été changée par le gouvernement du Québec. Dorénavant, les villes de 50 000 habitants et plus ont le droit de créer un cabinet politique. S'il y avait de l'opposition, ils auraient le droit à un pourcentage. La formule de calcul est très simple. C'est le budget de la ville moins les frais pour la dette. Et c'est 0,35 de ce montant-là à la fin. Et c'est partout dans toutes les villes, c'est la loi. Et si jamais il y a une opposition qui gagnait, là, on est 12 en 12 encore pour la 2e fois. Hein? Oui, c'est ça, exact. Donc, on a le droit à 100 du montant. Si vous gagnez un jour, un conseiller municipal, et que vous avez fait 20 et plus, vous avez le droit au quart de ce montant-là. Si vous avez un certain nombre d'élus jusqu'à 5, vous pouvez aller jusqu'à la moitié pour le cabinet de l'opposition. C'est la loi. C'est comme ça partout au Québec. Puis il n'y a rien de nouveau pour personne. Merci. Alors, prochain intervenant, M. Lebrun. Yves Lebrun. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Oui, on en a parlé brièvement précédemment concernant la ceinture verte.
vous avez mentionné d'éventuelles consultations publiques. Je reviens donc sur l'avis de consultation publique qu'il y a eu sur la rue Bertrand. Cet avis-là était difficilement visible pour la majorité des citoyens, dont moi-même. Donc, la question est la suivante. De quelle façon la Ville compte-t-elle s'assurer que les citoyens seront informés de la tenue des consultations publiques sur le plan d'urbanisme ou éventuellement d'une consultation publique sur ladite ceinture verte? Comme on a fait aux 7 autres consultations publiques sur le plan d'urbanisme, c'est mis sur le site de la Ville, dans la page de regard sur Repentigny, c'est mis sur le site Internet de la Ville. Les élus ont fait chacun des publications, ça a été dans le journal local. Il reste quasiment juste un avion avec une banderole. OK. Bon, parfait. Ça répond à la question, donc. Oui. Récemment, j'ai contacté Mme Routier. J'ai envoyé une photo de la canalisation qui passe sous le Bourgneuf et de la Grande Débouche. Dans le fond, c'est 2 gros tuyaux d'à peu près 2 mètres de diamètre en acier. Là, il semble y avoir eu un éboulement qui bloque en partie un des 2 tuyaux. Donc, je voulais juste savoir si vous en aviez été avisé. Oui, puis je sais qu'il y a des travaux aussi qui s'en viennent. À la MRC, on vient de voter d'autres travaux de dragage pour cette année là, dans la Grande Excellent. Débouche. C'était juste un suivi à ce Merci, sujet-là. super Parce que apprécié. vous savez que... Vous êtes nos meilleurs yeux sur le terrain. Oui, bien, j'en dépends beaucoup, ainsi que plusieurs de mes concitoyens dans la salle, de ce ruisseau. Donc, bon, parfait. Autre question? Et puis, je suis mandaté par ma fille. Je reviens sur une question que j'ai posée durant la dernière séance concernant les ventes des débarras et la possibilité d'utiliser les terrains de la Ville. À ce sujet, j'ai eu une réponse très claire, là, sans équivoque. Je vais peut-être la lire pour juste faire du chemin dessus. Là. Donc, pour donner suite à votre questionnement soumis lors de la séance du Conseil municipal le 14 avril, nous avons fait des vérifications auprès de notre service de l'urbanisme et du développement durable, service responsable des ventes des débarras. Comme vous le savez déjà, les ventes des débarras sont autorisées sur le domaine privé. L'utilisation de l'emprise publique est interdite selon la réglementation, dis-je bien, actuelle. Concernant l'usage des terrains de la Ville, comme les parcs, les stationnements, etc., bien qu'à première vue, cela semble une alternative simple, ceci implique plusieurs enjeux. Autres activités qui occupent les parcs, libre circulation problématique, demande logistique, entretien, propreté par le personnel municipal, après les ventes et surtout possible bris et méfaits du domaine public. En résumé, cela deviendrait équivalent à la gestion d'un événement pour la Ville. Bon, alors ma question est la suivante. Et encore une fois, je suis mandaté par ma fille qui aimerait bien pouvoir profiter d'un peu plus de visibilité pour vendre ses biens. Donc, seriez-vous disposé à parler d'un tel événement ou de la tenue d'un tel événement ou est-ce mission impossible? Je parle ici d'un événement à l'instar, ou un peu comme on pourrait le faire comme un projet pilote ou à l'instar des marchés publics éventuellement. Donc, moi, en fait, c'est simplement l'ouverture ou la fermeture complète. Parce que si c'est fermé, on passera à l'appel suivant. Non, laissez-moi regarder avec la direction générale et avec le conseil rapidement après, puis on va être en mesure de vous revenir. Excellent. Puis... Donc, pour répondre à la question directement, il n'y a pas de fermeture complète. OK. Laissez-moi faire des vérifications, puis je reviens, j'ai raté la dernière séance, là, mais je vais... Dans la réponse, c'est mentionné que c'est les règlements qui dictent la possibilité ou non. Ça change. Bien, c'est un peu là où je m'en allais, mais ouais. je ne suis pas légiste. Non, c'est bon, c'est bon. Dernière question, est passée où votre chaise de génération? Ah, d'habitude, elle est là. Là, vous me faites remarquer. Elle est partie voir le match canadien. Ah, OK. Ben, là, vous m'en posez une bonne. D'habitude, elle est là, ou sinon, elle est tassée dans le coin. Elle doit être dans l'espace de rangement en arrière, mais bon flash, merci. Bien, ça rendait le tout un peu moins austère. Quoique ce soir, c'est quand même un peu plus vibrant. Là. Je retiens que j'ai de l'air Monsieur austère, Dufour, si vous me permettez, il y a des petites modifications. Elle est en train de se faire Elle est en réparation? arranger. Ah, OK. Bon. Travaux publics, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, M. Lebrun, c'est apprécié. Prochain intervenant, M. Robert Massicotte. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mon intervention concerne les trottinettes électriques. Depuis 1 an, on a un projet pilote où il est bien spécifié que ces engins-là ne sont permis que sur les routes. Pas sur les trottoirs, pas sur les pistes cyclables, du moins à ma connaissance, sur les routes.
Cependant, ça pullule sur les trottoirs et à une place où ça fait longtemps que c'est interdit, l'île Lebel. Le problème que je constate, c'est que ça commence avec les trottinettes. Puis là, c'est rendu qu'on voit des motocross puis des 4 roues dans le parc. Évidemment, les gardiens avertissent, mais à la fin de semaine et le soir, il n'y a qu'un seul gardien. Pour un parc de cette étendue-là, je trouve ça un peu limite, insuffisant. Mais parce que quand les gardiens avertissent les gens en trottinette électrique ou le comique qui s'amuse avec une petite voiture téléguidée à faire des beignes des ronds dans la garnotte, qui soulève la poussière, vous les avertissez, là, ils commencent à vous baver. Le règlement est pourtant clair, ils n'ont pas d'affaires là. Est-ce que ce serait possible que la police vienne faire, pas rester toute la journée, là, mais juste faire un tour, puis quand ils voient, les avertir. La police a fait un travail de prévention depuis 1 an. Mais je pense que c'est peut-être temps de serrer la carotte et sortir le bâton. Parce qu'à un moment donné, quand c'est... Vous savez, c'est toujours la même chose. Ils vont vous dire, oui, mais pourquoi moi j'ai pas le droit quand on voit un vélo électrique qui en fait est un cyclomoteur? La question peut se poser. Mais quand les gardiens les avertissent, ils se font envoyer là où vous savez. Et j'ai déjà souligné ce problème-là. Et je pense qu'il y a eu un malentendu à l'époque quand je demandais la présence policière. Je ne demande pas 24 heures sur 24. Comme vous dites, la police a aussi d'autres tâches. Peut-être aussi, sinon plus importantes. Mais je pense qu'il est vraiment le temps de faire quelque chose. Je vais citer un personnage d'un film que j'ai déjà vu, avec des privilèges où viennent des responsabilités. Mais il serait peut-être temps qu'on leur apprenne leurs responsabilités. Parce que quand on s'en va sur un trottoir, comme par exemple devant l'église, ici la vieille église, puis qu'on voit un de ces énergumènes-là arriver, où est-ce qu'on peut se tasser? Il y a des voitures d'un côté, puis une de l'autre. Je pense que le prochain, je vais simplement l'arrêter, puis ils disent d'y aller dans eux, je leur dis. Mais heureusement qu'ils sont obligés de tenir leur volant, sinon je pense que je me ferais faire vous connaissez le geste. Tu sais, je le ferais pas, vu... Non, je vous le suggère pas. Mais on va regarder avec le service de police là, pour s'assurer qu'il y ait des opérations. C'est la première fois que j'entends des motocross à l'île Lebel. Là. Fait qu'on va s'assurer que la police fasse une surveillance. Bon, mais merci, puis j'espère qu'on va gagner à soir. Oui, que personne dans la salle nous donne le score au fur et à mesure, je vous en supplie. Prochain intervenant, M. Joey Filion. Salut, Joey. Ah, attends, ce sera pas long. Le technicien s'en vient. Première question. Julie, je nomine la personne. Julie, elle a des travaux communautaires à faire, mais je ne sais pas où qu'on peut les faire. Ah, pour l'environnement, on pourrait... Non, c'est parce qu'elle a eu un affaire elle s'est fait pogner à peinture à sel. OK. Ah, là, je sais pas. Ça, par exemple, on peut pas se mêler des jugements. Ouais, il faudrait référer. Peut-être, le greffier va pouvoir donner des éléments de réponse. D'accord. Généralement, du côté des travaux communautaires, oui, il y a possibilité. On a des relations avec plusieurs organismes reconnus qui recherchent effectivement des gens pour faire ça. Tout dépendant du type de condamnation, effectivement, on peut trouver un... Je vous ai parlé, elle a fait du recel pendant... Bon, elle a eu un recel de 5 000 piastres. OK. On pourrait définitivement trouver un organisme communautaire. Merci avec. beaucoup. C'était ma question. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Joey. Merci. Prochain intervenant, M. Louis Bello. Moi, je peux le filmer la caméra.
Vous m'entendez? Bonsoir. Parfait. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je suis vraiment content de voir le soutien des Canadiens. Mais là, Monsieur le maire, vous, est-ce que vous êtes pour les Canadiens ou vous me mettez en doute, là? Oui, mais j'ai préféré garder ma casquette dans le bureau. Je faisais une blague. Bon, blague à part. En fait, il y a eu quelqu'un qui a déposé là, par rapport aux trottinettes électriques. Je vais renchérir par rapport à ça. Pour faire du pouce là, sur ma situation. Sur un des trottoirs où ce que je vais, ça arrive parfois qu'il y a des vélos qui passent là, à toute allure à côté. Je fais le saut. C'est sûr que je suis une personne sourde. Bon, c'est sûr que j'accepte cet aspect-là. Le but de ma présence, c'est de faire part. Bon, j'ai eu un accident de travail au dos et j'ai peur que ça récidive encore sur une autre situation. Près de chez moi, je fais souvent des rondes de 1 heure de marche pour me garder en forme. Et je remarque qu'il y a un endroit que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est récurrent. C'est arrivé quelques fois qu'on a failli me rentrer dedans en voiture. C'est le lieu où ça se passe, c'est près de chez moi. C'est une intersection. Bon, il y a Masson. Quand je m'en viens sur Masson, après ça, il y a Valmont. Et je traverse pour aller, il y a un petit pont pour m'en retourner chez moi. Et il y a une intersection, c'est Valmont. Beauchesne. Exactement, Beauchesne. Puis il y a Masson, de l'autre côté. Oui, c'est ça, exactement. L'intersection Valmont et Beauchesne. Donc, je vais traverser la rue et, j'attends les feux et il y a les signalisations pour les piétons. Et à cet endroit-là, il y a beaucoup adolescentes qui passent parce qu'il y a l'école tout près. À toute heure de la journée, là, il y a beaucoup de circulation d'adolescents. Et puis, lorsque je vois le symbole apparaître qui est à mon tour, je m'en vais pour marcher, puis il y a la voiture qui passe. Puis je me fais souvent presque rentrer dedans. Et ce n'est pas la première fois. Depuis, je vous dirais, depuis 2 ans, je vous dirais, là, un bon 3-4 fois, on a failli me rentrer dedans. Et après analyse, je me dis, bon, il y a la lumière verte pour eux quand ils passent. De l'autre côté, elle est rouge. Et quand c'est à leur tour, quand la lumière flash, bien, ils ont priorité. Et là, quand de l'autre côté, ça vire vert, bien, la priorité, elle s'éteint. Alors eux, quand les piétons ils passent, dont moi qui traverse, bien, eux sont empressés parce que là, ils ne deviennent plus prioritaires. Donc, ils veulent passer. Alors, peut-être rectifier les priorités à cet endroit-là, peut-être inverser les priorités. Donc, peut-être analyser ce côté-là. Et c'est pas la première fois là, que je vis presque un incident. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à la présidente de la commission de la circulation. Qui a peut-être des éléments. Oui, M. Bello, dans le fond, cette intersection-là, on sait qu'on a des enjeux et au niveau du service de police, on en a discuté effectivement à la commission et les policiers ont cette intersection-là à l'œil. Donc, on est en train de regarder justement qu'est-ce qui est possible de faire là, pour sécuriser la circulation, mais sécuriser aussi les piétons qui passent dans ce coin-là. On en est pleinement conscient. Parfait. C'est sûr, ça m'inquiète pour moi, mais beaucoup aussi pour les étudiants qui passent. On va vous revenir avec un élément de réponse. Parfait. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, M. Bello, ça fait plaisir. Prochain intervenant, M. Denis Lambert. Bonsoir, M. Lambert. Bonsoir, M. le maire et à tous nos élus. Bonsoir à tout le monde. J'aimerais ce soir porter à votre attention s'il n'y aurait pas lieu de modifier le règlement pour l'école porteur. On a reçu au mois d'avril du service de, je pense que c'est la police de Repentigny, protection voisinage, puis il disait ceux qui sont autorisés, ceux qui ne sont pas autorisés, quoi faire.
voici le type de permis qu'ils doivent avoir. Moi-même, j'ai déjà eu, il y a 3 ans de ça, une intervention, c'était des gens qui vendaient de l'isolant dans les toitures, et puis je fais part, j'ai dit tout de suite en partant, regarde, vous n'avez pas le droit ici dans Repentigny. Il me montre son permis sur son cellulaire. Il dit non, c'est un permis papier, là, ça prend. Une minute, je vais appeler mon boss, il est dans la voiture. Il appelle son patron, puis là, il arrive chez nous. 3 autres personnes. Mais c'est une équipe qui se déployait dans Repentigny pour vendre des choses de même. Puis il m'arrive, il me présente un papier. Je dis, écoute, là, c'est pas ça que j'ai dit, là. J'ai dit que vous n'avez pas le droit ici de vendre de l'isolation. Oui, mais je suis avec mon équipe, je fais quoi? Je dis, je ne sais pas. C'est pas moi qui gère ton équipe. Fait que, il dit, qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Bien, je ne sais pas. C'est toi qui vas décider où tu vas coucher ce soir. Là. Moi, j'irai ailleurs. Puis spécialement sur la rue, chez nous, c'est vrai, il y a 2 policiers. Fait que, je te souhaite bonne chance. Une semaine après, on apprend à Radio-Canada, c'est une firme de la Rive-Sud qui opérait sur la Rive-Nord. On n'a rien mentionné. Ils ont procédé à l'arrestation. Bon. Fait que là, on va revenir. Ici, on dit tel type de vendeur a le droit. Un autre n'a pas le droit. Ceux qui ont le droit, qui étaient marqués, là, c'était les vendeurs de téléphonie cellulaire, Internet et autres. Moi, je trouve qu'on en a déjà suffisamment des offres en allant au centre d'achat. Il y a la publicité. Avec l'Internet aujourd'hui, je ne crois plus qu'on a besoin de la vente de porte en porte. Là. Ensuite, je reçois un autre courriel par la suite. Je trouve du service de police. Là, on parle aussi des vendeurs qui vendaient, je pense, des enduits d'asphalte, toutes sortes de choses de même. Mais là, j'entends à un moment donné à Radio-Canada. C'est 2 semaines à peu près de ça. Puis là, on parle aujourd'hui avec la technologie Internet. Il dit, faites attention à ceux qui reçoivent des estimations pour leur toiture, pour la refaire. Je sais qu'avec Google Maps, on définit la grandeur de votre toiture. On vous envoie une estimation. Là, vous avez un bon prix. Faites venir la personne. Ça ne veut même pas sonner un permis de RBQ. Hein? Des fois, c'est arrangé avec Photoshop. Des fois, il opère au nom de... C'est ce qu'il disait, il opère au nom de des compagnies que la compagnie ne sait même pas, là, ces choses-là. Mais l'affaire c'est qu'ils commencent les travaux, puis là, ils vont dire à un moment donné, ben, regarde, il y a ci, puis il y a ça de plus à faire. Voilà, ça coûte 1 000 $, 2 000 $ de plus. Là, vous vous obstinez un peu, là, il n'y a pas de problème, je vais lever une hypothèque légale. Et c'est rendu une pratique très courante. Quand on regarde ça, pourquoi c'est une pratique courante? Apparemment que c'est trop facile, il y a trop d'hypothèques légales qui se lèvent aujourd'hui, là, puis c'est surexploité. Il y avait un but à ça avant ça, mais aujourd'hui, on est en train de le surexploiter. On me disait aussi dans le courriel de la police que la ville de Charlemagne s'est interdit des colporteurs. Je trouve qu'on devrait les imiter, faire pareil, puis il y aurait peut-être plus de plaintes à la police, ils seraient libérés au moins des plaintes. Quand ils disent d'appeler 911, parce que je vous assure que c'est pas drôle. Quand quelqu'un se présente chez vous, là, il vous montre un permis, vous ne savez pas si c'est un Photoshop, un vrai ou pas vrai, là, mais généralement, ils ne l'ont jamais. Okay? Il n'est pas bien en vue. La règle générale, c'est ça. Là. Ceux de Bell, une fois qu'il a passé chez nous, il n'y a pas de problème, c'est très bien affiché. Là. Mais il y a tout le temps le téléphone cellulaire. Puis croyez-moi, des arguments, ils en ont. C'est leur métier. Ils sont bons. Fait qu'avant qu'on se fasse prendre avec ça, là, toutes sortes de genres d'estimations, c'est comme un exemple, les enduits asphaltiques qu'on pose sur l'asphalte. Faites une recherche vous-même sur Internet. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Vous allez voir que les vendeurs vont tous vous dire que c'est bon, mais la revue Protégez-vous déjà. Pas dire d'autre chose. Posez donc une couche d'asphalte. Si votre asphalte n'est pas trop magané, posez un pouce dessus. Ça va être plus durable que l'autre. Que veut pas, ça va disparaître au bout de 2 ans, 3 ans, puis c'est cher, puis c'est pas durable, puis votre asphalte durera beaucoup plus longtemps. Fait que je vous demanderais s'il n'y aurait pas lieu de réviser le règlement, puis imiter la ville de Charlemagne là-dessus. Oui, bien, on a déjà fait un premier resserrement du règlement là, il y a environ 2 ans de mémoire. Là, donc, on va pouvoir regarder avec le conseil là, pour voir si on le resserre pas à nouveau. Je sais qu'il y a il y a un minimum, là, comme par exemple les témoins de Jéhovah, par la Constitution, c'est pas de problème. Par la Constitution du Canada, le droit à la religion, ils ont le droit de faire du porte-à-porte, mais on peut regarder. M. Urbain? Moi, j'habite le district immédiatement à côté de la ville de Charlemagne.
Et je peux vous confirmer que ça a continué, qu'il y a encore des gens qui font du porte-à-porte aux ventes, quoi que ce soit. J'en ai vu pas plus tard qu'une semaine en revenant de l'Érablière. J'avais à passer puis aller chez un client, puis il y en avait 2 qui passaient sur la même rue en offrant des produits différents. Puis ils passent à des heures où le service de police, bien souvent, est hyper occupé et où les employés de la ville ne sont pas en service, dont les soirs et les fins de semaine quand les gens sont là. Alors, quand arrive le service de police à choisir entre l'accident au coin de telle rue ou à vérifier les stops à telle rue ou à aller vérifier les permis, à un moment donné, il y a des choix qu'ils font. Puis je n'essaie pas d'excuser, mais est-ce qu'il y a lieu de resserrer le règlement? Ça sera bon. Mais on va regarder pour resserrer le règlement. Là, Ce qu'on disait aussi à propos de ces vendeurs-là, de dire, regardez, lorsqu'ils se présentent chez vous, c'est eux qui choisissent le client. Toi, tu choisis jamais. Exact. OK, mais on prend ça en délibéré. Un immense merci, M. Lambert, pour la sensibilisation. Puis on va pouvoir vous revenir rapidement là, si on fait des modifications au règlement. Dernier intervenant, M. Francis Charbonneau-Majot. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais prendre. Bonsoir. La question la plus importante qui ne semble pas avoir été posée, c'est selon les délibérations du Conseil, c'est le Canadien en 6 ou en 7? Ça n'a pas été posé, puis non, je suis curieux. Bonne question. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a été délibéré tantôt? On avait des questions plus importantes. Je ne ferai pas de cachette. Oui, exact. Oui, pour nos commerçants, le plus long ça peut être, le mieux c'est. Bon, pas de problème. Bien, bonsoir, Monsieur le maire, chers conseillères, chers conseillers. Ma question concerne la ceinture verte, le plan d'urbanisme, les consultations. Donc, je veux juste rappeler le dossier. Justement, vous avez rejeté le projet Bertrand le 12 août dernier. Ensuite, le 1er octobre, vous avez adopté un moratoire temporaire qui a été prolongé officiellement le 20 janvier. Puis, le dossier de la ceinture verte a été reporté dans le cadre du plan d'urbanisme global. Donc, vous avez répondu un petit peu plus tôt à une question selon laquelle vous allez faire une consultation dans le cadre du plan d'urbanisme, mais il y a eu une consultation citoyenne qui a été menée, plus de 239 réponses en 12 jours. Puis là-dessus, il y avait 218 des réponses, justement, qui provenaient de Repentinois. Puis plus de 91 % d'entre eux étaient favorables à une consultation dédiée. Donc, puis le 10 février dernier, je vous avais posé la question, justement, à savoir si vous étiez ouvert à une consultation dédiée. Vous aviez dit que vous aviez une préférence pour la consultation globale, mais que vous reviendriez avec plus de détails. Je voulais savoir ce soir, vous en étiez rendu où? Bien, tu sais, par rapport au sondage, Francis, en toute politesse, là, tu sais, la ville de Repentigny, on a adopté une politique de participation citoyenne. On a fait 7 consultations sur l'urbanisme. Puis, tu sais, quand on parle de consultation citoyenne, en tout respect, il faut être là aussi quand on les fait, les consultations. Ça, c'est pratique. Mais le dossier est apparu l'été dernier. Ah oui. Oui, mais je vais... Oui. Tu sais, on a fait une consultation sur le plan climat avec la MRC. C'était ouvert à tous. Mm-hmm. On a fait 7 consultations sur le plan d'urbanisme, puis vous n'êtes pas venu, tu n'es pas venu à ces consultations. Bien, ça, c'était en 2021, puis le dossier est apparu à l'été 2025, donc ça n'existait pas avant. Mais celle sur le plan de l'urbanisme, sur le plan climat avec la MRC. Ah, j'ai participé. C'était... Et on a fait une politique, on a fait une consultation avec l'agriculture urbaine. Tu sais, la ville a des canaux avec lesquels elle fait des consultations. Mm-hmm. C'est encadré par la loi. Puis même, je vais laisser la présidente qui a adopté la politique de participation citoyenne en parler. Mais tu sais, un sondage maison avec aucune validation. Moi, je connais des gens qui ont voté 3 fois à ton sondage. Juste te le dire en toute politesse. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, la validité, bien, c'est sûr que si je fais un sondage auprès du Centre Bell ce soir, je m'attends à ce que 100% du monde dise que le Canadien va gagner. Donc, c'est pour ça que la Ville, elle se dote d'outils. Comme par exemple, à Repentigny, on a Blanco, qui est une infrastructure de consultation publique qui est encadrée, qui est supervisée, qui est faite par une compagnie à l'externe. Il y a des mécanismes de consultation à la Ville qui sont encadrés. Il y en a qui sont même encadrés par la loi, par la politique. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus parlant quand on a ce type de consultation-là que moi, demain matin, je peux faire aussi un sondage pour savoir si les gens m'aiment, puis si je vais juste voir ma famille, bien, tu sais, des bonnes chances que j'aie des bonnes réponses. Fait que c'est pour ça que ça, c'est tout à fait. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Fait que c'est pour ça que quand on fait ce type de consultation-là, bien, c'est fait avec un encadrement de la bonne façon. Je ne sais pas si M. Urbain... En fait, mon père et mon beau-père m'ont dit qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres.
Je me souviens d'une consultation où ce que vous nous aviez dit, il y avait plus de 1000 personnes qui suivaient, puis que les gens étaient fervents en faveur, etc. Dans les chiffres qui sont là, vous avez 239 personnes où sont passées les 700 autres fervents en arrière du projet. L'autre chose, c'est est-ce que c'est sectoriel ou est-ce que c'est à la grandeur de la ville? Le secteur Le Gardeur représente le quart de la population. Donc, dans votre étude, de la grande majorité, le 2/3, c'est pas un peu plus, provenait du secteur Le Gardeur et où sont les autres Repentinois. Alors, tu sais, on peut faire dire qu'est-ce qu'on veut au niveau des chiffres, puis je ramènerais, à un certain moment donné, on pourrait poser la question à savoir, le sondage est-il dirigé? Ça, on doit regarder la provenance du sondage. Moi, la première fois que j'ai vu le sondage, c'était sur un site qui s'appelait « Citoyens pour un projet collectif ». Là, je répète les mots. « Citoyens pour un projet collectif ». Donc, on s'attend à ce que les gens qui sont là veulent travailler à convaincre qui que ce soit qui sont pour un projet collectif. Alors, si 80-90% des gens qui ont répondu au sondage proviennent de ce site-là, où est l'opinion des autres? Je vais rajouter une autre question à l'intérieur du sondage, quand on peut regarder si un sondage est dirigé ou non. Je vais rajouter une question à votre sondage. Si on tient absolument à avoir le projet, puis que la ville se porte acquéreur, est-ce que vous êtes prête à payer une taxe de secteur pour couvrir la dépense? Et ça, c'est une question qui est légitime. Moi, j'ai des citoyens qui m'ont dit... je comprends pas la question à l'intérieur du sondage parce qu'on parle d'une ceinture verte, mais il en existe déjà une. Ça s'appelle le territoire agricole. Alors, on parle ici d'une deuxième ceinture verte où on trouvera une autre appellation pour être capable, ou une zone protégée citoyenne. Mais une ceinture verte, elle existe déjà, puis elle est protégée, enchâssée par la loi et la CPTAQ. Alors, tu sais, j'entends... Justement, je demeure encore au même stade où c'est un beau projet, mais je vais vous exprimer un malaise, puis j'en ai pas parlé avec les autres, mais moi, je ne veux pas embarquer entre des citoyens et un promoteur. Puis ça, je vous dirais de faire attention lorsque vous envoyez des conversations privées ou des emails ou des échanges que vous avez avec des promoteurs. Moi, je n'ai pas à m'immiscer là-dedans. Moi, mon drapeau, il est simple, il est municipal. Puis on l'a prouvé lorsqu'il y a eu une consultation. Vous êtes venus, on vous a entendu et on a voté 12 en 12 pour vous appuyer. Puis avant d'arriver là, moi, j'avais aucune opinion. Puis je ne voulais pas la donner, mon opinion. Je ne l'avais pas faite. Puis après, c'était dans un lieu neutre. Puis c'est comme ça s'est faite une bonne consultation citoyenne. Est-ce qu'elle était parfaite? Monsieur, j'oublie son nom, monsieur dans le coin. Oui, qui posait la question de savoir comment est-ce qu'on peut mieux faire de la promotion pour être capable d'informer tout le monde. Moi, je vais vous dire, là, poser la question à la grandeur de Repentigny. Qui est le maire de Repentigny? Puis, il y a probablement 60% du monde qui ne sauront pas la réponse. On pourrait mettre une bannière dans le ciel pendant une semaine et on va faire le sondage, puis il va y avoir encore 60% du monde qui ne connaîtront pas c'est qui le maire de Repentigny. 30% du monde ne savait pas c'était qui François Legault après 8 ans au pouvoir. Fait que, tu sais, j'entends qu'est-ce que vous dites, j'entends votre ferveur, j'entends votre volonté, mais à un moment donné, je vais vous dire un mot, là, c'est un mot d'or, là, c'est patience. Pour pas qu'on se sente, nous, les élus, comme si on a un gun sur la tempe. Puis là, à un moment donné, ça devient politique. Puis c'est là où je vous dis de faire attention, là, de dire, mettez-moi pas contre le projet. Je n'ai pas d'opinion favorable ou défavorable. Je trouve que le projet il est beau, mais c'est récurrent, puis on répète des réponses, séance après séance. Puis le maire vous a déjà répondu par rapport au fait qu'il y aurait une consultation qui serait faite at large. On pourra parler à des terrains plus d'hommes, on pourra parler de l'île Bourdon, si vous voulez, à l'ensemble qui est là, mais on va accorder le même temps à chaque citoyen et citoyenne qui est présent dans la salle. J'ai dit, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est sûr qu'une ville, on a des mécanismes de consultation qui sont encadrés, bien souvent même enchâssés dans la loi. Fait qu'on va suivre les protocoles qu'on s'est donnés. On est
fiers d'avoir adopté la première politique de participation citoyenne. Il n'y en avait pas avant à Repentigny. Donc, on va suivre la politique qu'on s'est donnée, puis on va faire les choses de la bonne façon. C'est nos cours de méthodologie 101, là, puis tu le sais très bien, un sondage maison, en tout respect, vaut ce qu'il vaut, comparativement à une consultation en bonne et due forme, encadrée par la loi avec des acteurs neutres. Oui, là, je commencerai par justement parler du sondage. Personne n'a dit que c'était un sondage scientifique. Au contraire, ça a toujours été dit que c'était une consultation citoyenne et ouverte. Ça a été très clair. C'était documenté très clairement. Donc, mais c'est la raison pour laquelle nous, c'est pas le type de sondage qu'on veut. Nous, c'est pas le type le temps, arrêtez le temps, merci. Nous, on fait les choses de façon structurée, organisée. Fait que c'est sûr que si on arrive puis on me dit, ben moi, j'ai fait un sondage maison, puis il n'est pas scientifique, puis il n'est pas sur les bases de normes régulières pour faire ce type de sondage-là. Puis on le sait, puis tu le sais aussi bien que moi, Francis, le cours de méthodologie 101 au cégep, de la façon qu'on pose la question, on peut avoir le résultat qu'on veut. Et c'est la raison pour laquelle, quand on écrit notre type de question, il faut qu'elle soit le plus neutre possible. C'est tous des trucs de base. Fait que c'est sûr que nous, on ne marche pas avec ce type de sondage-là fait maison. On marche vraiment avec des façons de faire là, qui sont organisées, qui sont professionnelles, structurées puis encadrées. Là. Ah oui, bien tout à fait. Bien, c'est justement ça. Le sondage avait pour objectif de démontrer justement de mesurer l'intérêt dans la population. Puis clairement, il y a un intérêt. Donc, le sondage n'est pas scientifique. Je vous ai entendu mentionner le gun sur la tempe. Mais en fait, l'objectif du sondage était de mesurer l'intérêt dans la population. Je pense que c'était clairement ça l'objectif. Puis, tu sais, la MRC pour le plan climat n'a même pas eu 200 réponses en je ne sais pas combien de semaines. Donc, un intérêt qui est réel, puis qui a été mesuré. Donc, l'objectif, c'est juste d'avoir la réponse, dans le fond, de comprendre concrètement à quel moment est-ce que vous allez consulter, parce que là, ça devait être terminé en janvier ou en février. Ça a été mentionné à de multiples reprises, Francis, puis autant à l'écrit sur la page qu'à la séance du Conseil, il va y avoir une consultation publique sur le plan d'urbanisme, puis ça va être le moment pour en parler, mais ça va être traité au même pied que tous les autres sujets d'intérêt des citoyens. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je le réitère, toi-même tu l'as dit, Francis, le sondage n'a pas de base scientifique. Celui de la MRC, non, je sais, mais c'est parce que c'est dur pour nous comme gestionnaires publics, avec l'argent public, parce qu'à la fin, il faut juste le rappeler, le terrain, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il le paye. Ça va être les citoyens. Fait qu'on va s'assurer d'avoir une mécanique de consultation qui va interpeller les citoyens puis qui va être faite encadrée puis en bonne et due forme, puis pas, mes excuses, mais sur le coin d'une table, parce qu'il faut qu'on se base sur des véritables faits. Puis il y a eu un bel exercice de démocratie puis de participation citoyenne pas plus tard qu'en novembre aussi. Madame Robillard, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais juste rajouter que, tu sais, à la base, là, la participation citoyenne, ça émane des citoyens. Fait que c'est certain qu'on est toujours devant, tu sais, saluer l'intérêt puis la mobilisation. Tu sais, c'est d'ailleurs ça qui a fait en sorte qu'on est arrivé avec les réponses qu'on a eues au Conseil suite à la mobilisation citoyenne. L'enjeu qu'on a dans ce niveau-là, c'est que, tu sais, là, c'est quand est-ce qu'on devient des groupes de lobby qui mettent une pression sur quelque chose. Tu sais, il y a le ceinture verte. Il y a des informations qui sont échangées là-dedans. Les gens nous écrivent, mais là, comment ça, on ne protège pas le territoire Repentigny? Bien, c'est pas vrai. Fait que, tu sais, de manière, c'est là qu'on vient. C'est important pour nous d'avoir un cadre de consultation qu'on mentionne depuis longtemps. On est encore en train de voir comment ça va s'arrimer. On veut prendre le temps. On a vu des choses qui sont arrivées par le passé, qui sont là pour les 50 et les 100 prochaines années. Fait qu'on fait un plan d'urbanisme, pas parce que les gens veulent l'avoir demain matin. Là. Il y en a plein qui voudraient avoir ça demain matin, puis il y a 5 ans. Mais on le fait pour qu'il soit bon pour les 10, 15, 20 prochaines années. Puis on veut entendre tous ces intérêts-là. Puis après ça, pour prendre nos décisions. Mais il faut en tenir compte parce que ce lobby-là qu'il y a un peu partout, bien nous, c'est avec ça qu'on base. Fait qu'on, tu sais, on salue l'initiative puis on espère. Tu sais, moi, j'ai fait quasiment une blague la dernière fois sur la politique d'agriculture urbaine en disant, tu sais, envoyez des emails, faites des groupes Facebook, invitez vos amis. Bien, tu sais, il y a des gens ici que j'ai pas vus
à cette consultation-là. Pour X raisons, il y avait aussi un sondage en ligne. Fait que 650. Il faut que moi, quand si on se parle à tous les jours, ça ne va pas changer que c'est avec une personne que je parle. Fait que c'est pour ça que quand on prend une décision en termes de conseil municipal, il faut qu'on se base sur quelque chose qui est constant, qui est encadré. Puis, ça reste qu'on salue la démarche citoyenne. Je pense que ça a été clairement entendu autour de la table. Les gens le savent. Les gens vont le retenir pour les prochaines étapes. Parce que c'est un peu l'équivalent, le Conseil du patronat arrive au gouvernement du Québec puis il dit, regardez, 95% des entrepreneurs au Québec sont pour une baisse de taxes. OK. Mais on va pareil voir avec toute la population. Bien, si on est d'accord, je pense qu'il n'y a personne ici qui va être en désaccord avec ce que vous dites. Là. Je suis sur le même pied que vous. Là. Puis, comme je le répète, le but de la consultation, c'était de mesurer l'intérêt dans la population. Puis, en tout cas, c'est très bien que vous... Non, c'est très bien que vous saluez la participation citoyenne. Je suis très content. D'ailleurs, la consultation sur l'agriculture urbaine, je voulais y aller, c'était pas possible, mais j'ai participé au sondage. Fait que je fais partie des 656. C'est bon. Bon, l'objectif, c'est ça. Donc, je reviens avec l'objectif, c'est de savoir, pouvez-vous nous donner un horizon sur la consultation? Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est que ça va être traité sur le même pied d'égalité que tout le reste dans le cadre de la consultation globale. Mais elle aura lieu quand? Vous aviez mentionné au début janvier. Je comprends qu'il y a des choses qui évoluent. Ça évolue. Je pense que tous les citoyens qui vont écouter, qui sont là ce soir, ils comprennent que ça évolue. On est tous à la même place. Là. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un horizon de temps? Dire à l'automne, cet été? Parce que, au moins avoir des explications, parce qu'en ce moment, on est un petit peu dans le flou. Il y a des citoyens, justement, qui posent des questions aussi, qui nous posent des questions. Fait que, on en est rendu où, dans le fond? C'est quoi le plan? Quand les citoyens ont des questions, Francis, le mieux, c'est de les référer vers le conseil parce que c'est nous qui sommes au cœur des dossiers. Fait qu'on est les mieux placés pour répondre directement aux questions. On vise à peu près la fin de l'automne. Là, la date précise de la consultation n'est pas arrêtée. Quand on l'aura, comme on a fait avec les 7 autres consultations avant, ça va être dans le regard sur Repentigny, ça va être sur le site de la Ville, ça va être sur la page Facebook de la Ville, ça va être dans le journal local, ça va être dans les avis publics, ça va être communiqué partout la journée qu'on aura la date. OK, très bien. Puis, donc, ça a été remis à la fin de l'automne. Puis là, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, justement, ça devait terminer janvier-février, ça a été repoussé? Il y a des éléments qui sont plus complexes que prévu? Parce que finalement, le lendemain des élections, le temps était très court. On a 4 nouveaux élus qui est pareil, le tiers du conseil. Il y a l'arrimage avec les nouveaux schémas de la MRC. Puis, il y a eu l'entrée en vigueur des orientations du gouvernement en aménagement du territoire. Fait que c'est toutes des choses qui étaient des nouveaux éléments intégrés. Fait qu'on veut prendre le temps, comme l'a dit Jennifer à de multiples reprises. Premièrement, il n'y a pas d'urgence. Tant aussi longtemps que le plan d'urbanisme n'est pas adopté, il ne se construit rien dans ta cour, en partant. Fait que ça, tant aussi longtemps que le plan d'urbanisme n'est pas fait, le RCI ne tombe pas. Fait que c'est déjà une bonne nouvelle. On n'est pas demain matin là, sur le gun. Puis maintenant, le plan d'urbanisme qu'on fait est pour quasiment une vingtaine d'années. Fait qu'on va prendre quelques mois de plus pour être sûr de bien réussir ce qu'on veut faire. Je pense que ça va être salutaire, puis tout le monde va être heureux de prendre le temps de bien faire les choses parce que c'est sur du long terme. Mais d'ici là, le règlement de contrôle intérimaire, il reste. C'est bien. Donc, les 5,7 hectares, justement, 1,7 km de territoire restent protégés jusqu'à la fin du plan d'urbanisme. Ça, c'est clair, vous l'avez déjà mentionné. C'est une très bonne nouvelle. Donc, ça repousse. Puis, donc, je suis juste désolé d'apprendre que vous sentiez que c'était une pression pour aller plus vite. L'objectif, c'est d'avoir des réponses. Parce que c'était pas clair. Comprenez que vous dites Francis, aux gens... en tout respect... En tout respect, vous dites janvier, février, puis ensuite, on n'a pas de retour. Comprenez que c'est un petit peu... on voulait avoir des clarifications. En tout respect, Francis, tu viens à chaque séance du conseil, puis on est assez clair et transparent à chaque fois que tu poses des questions. Là, donc, puis j'écris même régulièrement. Je pense que je suis devenu un fan de la page par défaut, tellement que je fais des commentaires puis que je réponds aux questions des gens en temps réel. Honnêtement, de laisser sous-entendre qu'on ne donne pas de l'information ou qu'on ne donne pas des informations complètes. J'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que vous aviez dit que ça serait terminé en janvier-février. Puis là, c'est repoussé à l'automne, mais c'est parfait. Puis les séances suivantes, quand tu as posé les questions, de donner les réponses. Monsieur le maire, je me permettrais une réponse. Une ville, là, c'est un organisme qui est vivant. Fait que, au moment où ce qu'il a répondu, le maire, c'est qu'est-ce qu'il croyait serait la date. Mais entre-temps, entre la date où ce qu'il l'a dit et aujourd'hui, il y a plein de choses qui arrivent. Il a aussi dit lors d'une séance que ça prendrait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'un premier projet lève ou que des bâtiments se défassent. Mais dans ce cas-là,
Ça a été devancé parce qu'on a déjà un building qui est en train de se faire démolir pour justement bâtir un bâtiment parce qu'Avancia est populaire, on le sait, là. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment à Avancia. Fait que puis quand on a des gens dans l'urbanisme qui travaillent sur un dossier qui est prioritaire pour l'entrepreneur, puis il veut que ça avance, mais il travaille là-dessus, il ne travaille pas sur d'autres choses. C'est les mêmes employés qu'on a. Moi, je peux vous dire qu'il y a des hivers là, où il y a bien de la neige, puis il y a des hivers qui n'en a pas. Puis selon le travail qui est devant eux, ben ils sont capables de mettre certaines choses en avant ou des choses qui vont être reculées. Puis l'autre chose, c'est que vous avez posé des questions, puis avant de dire n'importe quoi, des fois, à un moment donné, c'est plus prudent de ne rien dire, puis de juste prendre un pas de recul pour entendre, puis pour réfléchir aux actions, puis aux questions que vous avez posées. Mais je veux dire, l'autre chose, c'est sûr qu'on ne fera pas une consultation en plein été non plus, là. Fait que, rendu où on est, mieux vaut. C'est correct. Vous avez juste donné un horizon fin de l'automne. C'est ça l'objectif, parce qu'au dernier conseil, il y avait un citoyen, je me souviens plus qui, avait posé la question. Puis, Mme Robillard, vous avez mentionné avec M. Buteau quel calendrier se définissait. Mais il n'y avait pas de date précise ou de... On n'a toujours pas de date précise pour la date de la consultation. Il n'y avait pas eu d'horizon aussi. Non, mais je préciserais qu'à ce moment-là, on a dans le fond, suite aux élections, la reprise des commissions, les mandats qui ont été donnés, le peu de commissions qu'il y a eu, c'est les choses qu'on remet en branle, puis qu'on se fait présenter, puis qu'on a présenté au caucus. Fait que c'est vraiment... on a des temporalités qu'on est capable de mentionner, comme l'automne, puis qui nous arrive avec une séquence de calendrier, parce que tout est réglementé aussi. Fait que les avis qui sont nommés, on revient souvent là-dessus. Donc, on se retourne toujours vers le greffe. Si on annonce ça à telle séance, comment ça passe dans le conseil municipal, ça prend un avis de motion, ça prend un règlement, on a tant de jours pour le faire. Fait que c'est tout ce calendrier-là qu'on doit mettre. Donc, c'est déjà arrivé qu'on n'annonce pas la bonne date, bien là, il faut tout recommencer le processus parce qu'il y a eu un enjeu à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que des fois, on préfère ne pas donner de date puis laisser comme élu une plage que de venir dire une réponse après ça qui est difficilement tenable au niveau légal. Oui, mais c'est ça, tout le monde le comprend, puis merci d'avoir clarifié. Puis dernière question, c'est sur la mécanique. Dans le fond, comment ça va fonctionner, la révision du plan d'urbanisme? Vous allez afficher donc dans le regard, puis à différents endroits. Donc, ça va être affiché combien de temps avant la consultation? La consultation, ça dure combien de temps? C'est une journée, une soirée? Il y a des sondages? Comment ça fonctionne? Maître Giard. Je crois qu'ici, d'ailleurs, il y a un processus de consultation plus large que ce que la loi prévoit qui sera en place. Donc, on ne parle pas d'une occasion. La loi n'exige qu'une soirée. À la base, ça serait une seule séance. On va être rendu à 8. Il y aura plusieurs séances de consultation, effectivement, qui vont se dérouler. Rendu là, effectivement, la consultation, donnez-moi un instant, je vais continuer. Si vous avez d'autres questions, je vais pouvoir vous trouver l'article, le nombre de jours précis. On s'en va à l'article. En attendant, j'ai lu avec intérêt votre lettre par rapport à l'étalement urbain puis la densification. J'en comprends que ce qu'on est en train de faire avec Avancia, c'est un beau projet. Parce que c'est cohérent avec ce qu'est la densification. C'est ce que je dirais. Avec la lettre, dans le fond, que vous avez écrite. Oui, exact. J'espère que vous l'avez apprécié. Ben oui. Ben moi, en plus, si vous vantez le projet qu'on est en train de travailler, c'est dur de ne pas être pauvre. J'ai pas vanté Avancia particulièrement, mais je dirais que c'est cohérent avec... Parce que vous avez lu la lettre, donc vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Ben on parlait justement de s'assurer qu'il y ait du transport. Il n'y a pas d'étalement urbain qui est fait. C'est dans le cœur de la ville. Donc, c'est un bon projet. Ben c'est cohérent, oui. Je connais pas les détails. Ça ne m'enlève pas du temps. Ça fait plaisir. C'était pas dans mes questions. Est-ce que je peux répondre sans... Non, c'est correct. On ne vous a pas donné de temps de plus. Alors, l'article 126 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit un 7 jours minimum. Quand on parle de 7 jours minimum, on ne compte pas la journée de la publication de l'avis ni la journée de la tenue de l'Assemblée. Donc, il y a minimalement un 7 jours plein. Ça, c'est l'exigence égale. On peut toujours faire plus aussi. OK. Donc, vous allez informer les gens au moins 7 jours d'avance. Est-ce que vous prévoyez le faire un petit peu plus que 7 jours d'avance ou vous allez... la journée qu'on va avoir la date puis qu'on va être en mesure de l'avoir, puis on ne l'aura certainement pas 7 jours avant. Fait qu'on va la communiquer dès qu'on l'aura. Le plus tôt possible, je comprends bien. On va la communiquer dès qu'on va l'avoir, la date. OK. Bon. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, on tombe maintenant au... Honnêtement, elle a été redirigée directement au service. Effectivement, je crois, Mme Charbonneau, effectivement, oui, elle a été redirigée au service. Je n'ai pas tout à fait la réponse encore, mais je vous reviens.
Ah, très bien. Je ne l'avais pas interprété comme une question pour le conseil, mais... Ben, allez, venez au micro permission. puis allez poser... allez au micro, posez votre question. Bonsoir. En fait, je l'ai imprimé, là. Je l'ai envoyé hier dans les délais à 22h25. Alors, Monsieur le maire, je vais vous lire mon courriel. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Je vous adresse cette lettre afin de vous faire part de mes sérieuses préoccupations concernant l'avis de démolition affiché récemment sur la boîte aux lettres communautaire de Poste Canada, située à l'intersection des rues Sainte-Jeanne d'Arc et Saint-Paul, à droite du 399 rue Sainte-Jeanne d'Arc, à Le Gardeur. Cet avis concerne la démolition complète d'un immeuble résidentiel situé au 132 rue Saint-Paul. J'aimerais obtenir des réponses aux questions suivantes. J'ai 3 questions. Justification de la démolition. Dans un contexte de crise du logement et de pénurie de logements abordables au Québec, la démolition d'une maison unifamiliale avec un logement au sous-sol permettant d'accueillir potentiellement 2 familles semble aller à l'encontre des besoins actuels. Quelles sont les raisons impératives qui ont motivé la Ville à autoriser cette démolition plutôt que de la rénover? Ben, parce que le propriétaire du terrain a fait une demande en bonne et due forme de permis de démolition. OK. C'est... Ben, le propriétaire d'un terrain a le droit de jouir de son terrain comme il veut. C'est dans la Constitution du Canada. Puis c'est dans le beau monde capitaliste dans lequel on est. Donc, le propriétaire de terrain a fait une demande en bonne et due forme à la Ville, a demandé à démolir. Puis étant donné que ce n'était pas un bâtiment qui était répertorié comme patrimonial, ben il y a l'autorisation. Comme si demain matin, vous voulez détruire votre maison pour vous en rebâtir une nouvelle sur votre terrain. C'est votre droit si ça respecte les règlements de la Ville. Il y a le président du comité. Oui, en fait, merci, M. le Président. Mais l'avis de démolition, en fait, ben, c'est dans le cadre de la loi. Donc, c'est un avis qui est donné publiquement. Puis, ben, après ça, il va y avoir une séance du comité de démolition, séance qui est publique. La question, je ne sais pas si vous étiez là à la dernière séance du Conseil, la question a été posée par un citoyen. Les comités de démolition sont toujours publics. Donc, qui se déroule, si on prévoit que c'est un comité où il va y avoir plusieurs citoyens, bien, c'est dans la salle où on se trouve présentement. Sinon, bien, ça se déroule dans une plus petite salle qui est la salle du huis clos, mais qui, dans ce cas-là, les portes sont ouvertes tout le long de la séance, puis il y a quelqu'un à l'entrée pour diriger les citoyens. Fait que si c'est un dossier qui vous tient à cœur, vous pourrez assister au comité de démolition. Fait que c'est vraiment, il y a un processus qui est en place. Mais là, en ce moment, il n'y a pas eu... là, je me tourne vers le directeur du service, mais je ne crois pas que... C'est ça, le dossier n'a pas encore été... le dossier n'a pas encore été traité. Donc, Mais tout comme demain matin sur votre propre propriété, si vous voulez détruire pour reconstruire votre maison, ça passe à travers le processus normal. OK. Alors, le propriétaire veut démolir puis reconstruire une maison unifamiliale? Ben là, ça, on n'a pas encore le projet du propriétaire. Avec votre permission, M. le maire. Pour l'instant, tant que le permis n'est pas émis, ce n'est pas public, là, techniquement. Okay. Alors, c'est en discussion. Parce qu'on ne peut même pas passer à l'autre étape avant de commencer à parler de ce qui s'en vient. Il faut commencer par régler la question de la démolition. Okay. Mais quand, si vous permettez, quand on est dans le comité de démolition, généralement, l'utilisation du projeté du bien-fond va être mentionnée, là, mais c'est sûr que là, à ce stade-ci, en ce moment, on ne peut pas discuter du projet. Là. C'est bon. Mais il y a un projet immobilier. J'ai une autre question. Oui, on a juste donné les dates pour les comités de démolition. C'est tout le temps au même moment. Là, j'ai pas la... Avec votre permission, d'habitude, c'est le jeudi, mais c'est publicisé, effectivement. Il y a des avis publics qui sont affichés sur place et il y a aussi un avis sur le site de la Ville. Vous pouvez valider, dans le fond, notre calendrier, beaucoup le jeudi qui suit le conseil de ville. Fait que c'est le calendrier régulier. Il peut y avoir des modifications à cause de certains calendriers dans la ville, là, mais vous pouvez consulter, là, comme il a été mentionné, puis c'est public. Là. Parfait. Merci. J'ai une autre question. L'égalité de l'affichage. L'avis était collé directement sur une boîte aux lettres de Poste Canada. Un équipement fédéral dont l'usage comme support publicitaire est généralement interdit. La Ville a-t-elle obtenu une autorisation formelle de Poste Canada pour cet affichage? Et si oui, j'aimerais en obtenir une copie.
Et dans le cas contraire, cette méthode s'apparente à du vandalisme selon la loi de Post Canada. Si on affiche sur leur boîte, ils peuvent le considérer comme du vandalisme. Une chose est sûre, c'est que tout le monde le voit. OK, mais ça veut dire, moi, je peux venir afficher, malgré les règlements, moi, je peux afficher quand même, puis c'est pas Écoutez, grave. fort d'avoir que les probablement gens qu'on a vont eu voir. l'autorisation de Post Canada, là. Ça, c'est l'aspect que je suis en train toujours d'éclaircir, mais j'ai reçu une question pour l'autre portion. Vous mentionniez peut-être qu'il y avait besoin d'un affichage formel sur les lieux au sens de la loi. Oui, ça, c'est ma troisième question, oui. Et effectivement, il y a eu affichage formel sur les lieux pendant la période. Ça, c'était un second avis que le service m'a mentionné qu'ils avaient affiché de façon à ce qu'il soit encore plus visible et encore plus... mais c'est un deuxième. Il y en a eu un sur le terrain lui-même. Parce que, tu sais, d'un côté, on ne peut pas demander puis réprimander la ville parce que supposément que l'affichage avait mal été fait dans un premier PPC-moi sur la rue Bertrand, puis là, on le colle où tous les gens... Parce que, juste pas oublier que quand on fait ce type de consultation pour un PPC-moi, c'est beaucoup les gens autour qu'on vise. On ne vise pas à ce que toute la ville de Repentigny vienne pour voir qu'est-ce qui va se faire chez le voisin un tel ou sur telle rue quand on vit 10 rues plus loin. L'impact est surtout sur les gens qui vivent autour. C'est eux qu'on veut vraiment entendre. Si on parle de la rue Saint-Paul, entendre quelqu'un qui vit dans le fin fond de la rue Notre-Dame, on s'entend qu'il passe moins là à tous les jours, là. Donc, de le mettre sur la boîte à mal où tous les citoyens du coin vont, on regardera là, par rapport à Post Canada. Je serais surpris que la ville de Repentigny contrevienne elle-même aux lois. C'est pas le style de la maison. Mais je trouve qu'en matière d'affichage, on ne peut pas demander blanc puis après ça, demander noir. Là. Mais premièrement, là, la boîte postale est sur la rue Jeanne d'Arc. Mais c'est là où mais c'est là où les gens de la rue vont pour... Mais non, la démolition est pour 132 Saint-Paul et moi, je peux vous dire que je passe là tous les matins. Tous les matins, du lundi au vendredi, j'ai jamais vu l'affichage. Bien, les gens qui vivent dans le coin vont à la boîte à mal là, puis c'est là qu'a été mis la pancarte parce que c'est les gens qui vivent autour dont on veut... Monsieur le Président, juste, je suis le conseiller du secteur. Les gens, les propriétaires de la première propriété, là, où ce qui est la maison, sortent par un corridor qui appartient à la ville sur la rue Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, que ce soit sur Sainte-Jeanne-d'Arc ou que ce soit sur Saint-Paul, les propriétaires ou les anciens propriétaires des lieux utilisaient les deux. Mais selon Mais je votre vous confirme propre que la loi... ça devrait être sur l'édifice et oui. visible de la rue. En fait, effectivement, il est sur l'immeuble. On parle effectivement dans la loi et il a été affiché sur l'immeuble. C'est ce qu'on me souligne du côté du service. Mais ils disent que ça doit être... il faut assurer la visibilité auprès du voisinage immédiat. Alors, ça doit être visible de la rue, non? Il était visible de la rue. Bien, moi, je peux vous dire que Mais en tout respect, là, l'important, c'est que les gens qui vivent dans le coin, eux, ont été informés puis ils le savent. Bien, moi, je vis dans le coin puis je ne l'ai pas vu, là. Je vous dis, je passe là tous les jours. Alors, c'est particulier d'annoncer une démolition Ouais, sur une autre rue. On me glisse, mais effectivement, si vous êtes là à poser la question, c'est que visiblement, vous l'avez vu. Là. Lors d'une marche, c'est ça. Ben, Lors d'une marche. Tant mieux, mais c'est le but. Mais non, mais c'est incompréhensible. Moi, je l'ai, la photo, là, prise sur... Ben oui, c'est parfait, c'est ça. Mais comme je vous dis, premièrement, c'est illégal. Puis deuxièmement, c'est même pas sur la rue où on va démolir la maison. C'est sur la rue à côté. Oui, vas-y, non. En fait, vas-y, monsieur. Non, mais j'allais juste dire, je me souviens qu'il y a plusieurs personnes ici présentes dans la salle qui s'étaient plaintes du fait que dans le temps du projet de la rue Bertrand, ben c'était pas l'avis qui respectait parfaitement les normes légales, n'était pas visible de la rue parce que c'était sur le terrain puis on aurait dû le mettre ailleurs. Là, il y a plus d'affichage qui est installé, mais là, les mêmes personnes s'en plaignent. Je veux juste qu'on respecte la loi. C'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. Mais trop fort casse pas, madame. Là. Trop fort casse pas. Là, vous vous plaignez du fait que vous avez vu l'affichage. Mais du même ça, vous vous plaignez du fait que vous n'avez pas vu l'affichage d'un endroit Y alors que vous l'avez vu d'un endroit X, mais vous l'avez vu l'affichage. Je mentionnerais, Monsieur le Président, dans le fond, légalement, ce qu'on a à faire, c'est ce que Monsieur le greffier a dit. C'est ça notre responsabilité comme ville. C'est de le mettre sur la maison pour que les voisins puissent le voir de la rue. Et en distinction, là, on parle bien sur l'immeuble. Sur Lorsqu'on parle l'immeuble. sur l'immeuble, c'est sur le terrain. Donc, quelque part, ça a été placé. On me confirme au service qu'il y en avait une sur l'immeuble qui donnait vers la rue Saint-Paul
et il y en avait une sur la boîte postale comme ça. Donc, notre responsabilité comme municipalité, c'est de s'assurer qu'on respecte les lois dans un premier temps. Et ensuite, là, on s'est fait demander de faire preuve de créativité pour trouver des nouvelles façons d'afficher. C'est ce qui a été fait. On entend que, de votre point de vue, il y a une question de vandalisme. Le greffier va aller vérifier à ce niveau-là qu'est-ce qui a été fait. Moi, je ne l'ai pas constaté. C'est une question qui va être posée puis qu'on va pouvoir s'informer. Les démolitions, Repentigny, on l'a dit, la densification, c'est ce qui s'en vient. Des maisons unifamiliales, il n'y en a plus de terrain à Repentigny. Les terrains qui nous restent, c'est ceux qui sont demandés d'être protégés. C'est ça que présentement. C'est les seuls terrains construisibles présentement à Repentigny en termes de résidentiel. On se retrouve, dans le fond, avec des gens qui achètent une propriété, qui ont un enfant, 2 enfants, des parents qui veulent venir, on a l'intergénérationnel. On doit reconstruire sur la ville. On a mis en place un comité de démolition. On se dote d'une procédure, on la raffine, justement. C'est ouvert en séance publique. On a des règles strictes au niveau du patrimoine. Le ministère nous dit à partir de quelle date on doit, de construction d'une maison, on doit le signifier. Il y a vraiment un protocole qui est fait de façon très serrée à ce niveau-là. Mais si j'ai quelqu'un qui a une maison des années 1980, qui n'est pas répertoriée puis qui veut agrandir, que sa maison a passé semi au feu, que je ne sais pas, moi, c'était des fumeurs invétérés puis ça sent plus bon, je ne sais pas, il y a de l'amiante dans la maison, bien nous, ça s'est amené au comité de démolition avec des critères très stricts. Puis, à moins d'avoir une raison patrimoniale, légale très précise, la Ville peut donner l'autorité de, démolissez-la la maison selon des contraintes environnementales strictes, récupération des matériaux, méthode de démolition. Donc, c'est tout ce qui est mis en place derrière cet affichage-là, en bout de ligne. Puis c'est fait vraiment de façon très suivie. Puis ça existe à cette maison-là, ça a existé depuis d'autres cas qu'on a eu démolition, puis il va en avoir encore à Repentigny. Mais on va continuer à le faire avec vigueur, puis on va trouver de façon un respect de ce qu'on informe. Puis si cette méthode-là n'est peut-être pas la bonne, on va en prendre note, puis on va regarder les autres méthodes qui peuvent être faites pour le signifier davantage. Mais si les gens qui perdent leur chat le collent sur la boîte postale, c'est que visiblement, ils s'attendent à ce que les gens du quartier soient alertes. Donc, on s'est dit qu'avec la vie publique, bien, c'est le même principe. Tout le monde a allé à la poste au moins une fois dans sa semaine. Ils ne pourront pas rater la vie publique qui les concerne, eux, parce qu'eux vivent directement à côté du terrain qui est visible. Bien, moi, je peux vous dire que je ne vis pas à côté, je vis proche, et je suis pris dans cette bouchon-là tous les matins. Souvent, je suis arrêtée sur le rail de train parce que c'est bloqué à la combe. Alors, c'est le matin, là, souvent, au lieu de prendre la rue Saint-Paul pour venir à Repentigny, je vais détourner par Giaparé, par la combe, puis je vais revenir comme ça, parce que c'est cul à cul. Et je reste sur le chemin de fer, là. J'ai traversé, je suis là, parce que c'est bloqué. Je dois attendre que la lumière change à la combe pour pouvoir avancer. Des fois, 2, 3 lumières, là, c'est long, là. En fait, c'est pour ça que je vous dis, je regarde les annonces. Mais l'annonce a été mise là en décembre, et je l'ai vue dernièrement. Fait que vous ne pouvez pas me dire, l'important, c'est que vous l'ayez vue. Je l'ai vu par accident, parce que je ne l'ai jamais vu en face du 132. Puis j'ai vu que dernièrement, ils ont mis un genre de structure en métal avec l'adresse 132, là, ce qu'il n'y avait pas avant. Là. Alors, c'est juste pour dire, moi, je trouve que j'ai l'impression que ça s'est fait un petit peu comme sur la rue Bertrand. Et c'est de là que je vous dis, quand il y a des élections, vous n'allez pas porter vos pancartes. Attendez, vous n'allez pas porter vos pancartes à Charlemagne, à Terrebonne, à l'Assomption. Vous les mettez à Repentigny, à Le Gardeur. Ben oui, parce que c'est la ville qu'on représente. C'est de là que je m'attendais de... En fait, j'ai trouvé ça insultant de découvrir, premièrement, la boîte de Post Canada. Je me souviens, quand ils sont arrivés à Repentigny, les boîtes de Post Canada, on a toutes reçu une publicité de Post Canada, comme quoi qu'on n'avait pas le droit d'afficher rien après. C'est pour ça que j'ai dit, comment ça fait que c'est là, ça? Et là, j'ai été voir la loi, puis on n'a effectivement pas le droit, sauf si on a fait une demande d'autorisation particulière. Alors, c'est pour ça que je demande, est-ce qu'il y a eu une demande d'autorisation avant d'afficher cela? Sinon, c'est considéré comme du vandalisme. C'est en vérification, cet aspect. C'est bon. Bien, merci. OK, on tombe dans un dépôt de divers documents. Avec votre permission, Monsieur le maire, l'adoption du procès-verbal? Oui, proposé par... Jennifer Robillard. Appuyé par... Martine Roux. On parlait ici du procès-verbal du 14 avril. Exact. Dépôt de divers documents.
Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir une résolution du comité de démolition pour le 213 du chemin de la Presqu'île, une résolution du comité exécutif qui approuve la liste des contrats de 2 000 $ et plus, totalisant 25 000 $ ou plus pour l'année, pour les périodes 1 à 3 de l'année. Pour le règlement 694, un procès-verbal de consultation publique, nous avions un citoyen, ainsi que du côté du comité exécutif, nous avions 2 procès-verbaux signés, donc celui du 8 avril et celui du 22 avril. Merci beaucoup. On tombe dans les dérogations mineures à 6.1.1. Ici, on parle du 95 rue Gauthier. Il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge arrière à 6,35 mètres afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, alors que le règlement exige une marge de 7,5 mètres minimum sur l'immeuble situé justement au 95 rue Gauthier, tel que déposé. Merci. Est-ce qu'un citoyen a un commentaire? Approbation? Non. Proposé par? Alexis Delage, je propose. Appuyé par? Kevin Touche appuie. Merci. 6.1.2. Ici, l'on parle du 77 rue Lemoine. Il s'agirait d'accorder la demande de dérogation mineure sur l'immeuble tel que déposé, dont l'objet a pour effet de permettre la subdivision du terrain en 3 lots actuellement occupés par un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée. Donc, la première dérogation, on réduit la marge arrière du bâtiment principal existant à 6,49 mètres, alors que le règlement exige une marge arrière de 7,5 mètres minimum pour obtenir des lots suffisamment grands pour une construction. On régularise la superficie de l'escalier fermé localisé dans la cour arrière à 4,2 mètres carrés, alors que le règlement permet une superficie de 4 mètres carrés maximum. On réduit la profondeur des 2 lots projetés avec front sur l'autre rue pour la construction à 26,2 mètres, alors que le règlement exige une profondeur de 27 mètres minimum. Et ici, cette norme-là semble un peu théorique, mais on réduit la profondeur des 2 lots projetés, exprimée par le débordement théorique hors du lot de 0,79 mètres et de 0,81 mètres d'un rectangle établi par la largeur de 15 mètres et la profondeur de 27 mètres réglementaire. Donc, ça semble assez... Ce qu'il faut retenir, c'est que le lot est un peu plus petit que les normes de lotissement normal. Merci. Un citoyen qui a des commentaires? Non. Donc, proposé par? Kevin Touche propose. Appuyé par? Jennifer Robillard. Merci. En bloc pour les PIA. Le premier PIA concerne le 106 rue Trudeau. Il s'agirait d'approuver les plans de construction datés du 30 mars 2026 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolé sur un terrain vacant en milieu construit suite à la démolition et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 106 rue Trudeau aux conditions suivantes, soit fournir un plan de gestion des eaux pluviales d'un ingénieur en raison de l'absence d'un égout pluvial séparé dans la rue et déposer une garantie financière de 5 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et la réalisation des aménagements paysagers. Merci. 6.3.2. Celui-ci concerne le 124 rue de Gaulle. Il s'agirait d'approuver les plans de construction datés du 13 mars 2026 concernant la reconstruction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain vacant en milieu construit suite à la démolition sur l'immeuble situé au 124 rue de Gaulle, tel que déposé. Merci. Pour le 6.3.3. Oui, ici, on concerne le 104 boulevard industriel. Il s'agirait d'accepter la modification de la demande de PIA déjà approuvée et d'approuver les plans révisés d'implantation et de construction datés du 16 avril 2026 et annotés le 22 avril 2026, d'aménagement paysager et de concept de gestion des eaux pluviales daté du 22 avril 2026 concernant spécifiquement la modification de l'implantation du bâtiment principal, l'aménagement paysager, l'aménagement des aires de stationnement et la gestion des eaux pluviales sur cet immeuble aux conditions suivantes, soit maintenir les conditions antérieures inscrites à la résolution CM 278
09 12 25, ainsi que démontrer préalablement à la délivrance du permis de construction que le projet favorise la mutualisation des cases de stationnement, notamment par la mise en place d'ententes de partage, d'une optimisation des usages ou de toute autre mesure jugée équivalente, conformément aux critères d'évaluation du règlement 442. Essentiellement, le bâtiment est identique. Il est tout simplement déplacé un peu pour des motifs de pression hydrostatique. Alors, c'est ce qu'on nous a expliqué. Merci. Donc, en bloc proposé par... Kevin Musto, je propose, M. le Président. Merci. Appuyé par... Raymond Mars, je seconde, M. le Président. Merci. On s'en va à 7.1. Il s'agit ici d'une demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada rendus aux municipalités comme des services essentiels, nécessitant un maintien d'activité pendant un conflit de travail. Considérant l'assujettissement des municipalités à de nombreuses lois, leur imposant diverses obligations légales nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et au maintien des services à la collectivité. Considérant que parmi ces obligations, les municipalités doivent expédier certains documents officiels, dont notamment des avis d'évaluation, des comptes de taxes, des comptes de droits de mutation immobilière, des avis d'inscription sur la liste électorale, des cartes de rappel pour permettre aux gens de bien se présenter au bon lieu de votation. Différents documents devant être transmis par la poste recommandée, notamment des résolutions de délégation de compétences, des avis aux propriétaires de lieux et de dates de vente pour taxes, ainsi que des avis relatifs au rôle d'évaluation. Considérant que Poste Canada joue un rôle crucial dans la capacité des municipalités à respecter ses obligations légales, en ce qu'il est le seul service permettant de rejoindre 100% des citoyens. Considérant que les conflits de travail chez Poste Canada affectent gravement la capacité des municipalités à remplir leurs obligations légales et opérationnelles au détriment de l'ensemble des citoyens et citoyennes. Alors, il serait résolu de demander formellement au gouvernement du Canada de reconnaître l'ensemble des services rendus par Poste Canada aux municipalités comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Et proposé par... Alors, Poste Canada est populaire ce soir. Je propose. Merci beaucoup. Et Martine Roux, j'appuie. Avant que ça ferme. 7.2. Il s'agit ici de la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels et trans, LGBTQ+, et de toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Il serait en conséquence résolu de proclamer le 17 mai la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci beaucoup. Donc, proposé par... Chantal Routier. Merci. Appuyé par... Marlène Diallo. À 7.3. Il s'agit ici d'un renouvellement de la déclaration d'engagement au Vivre ensemble. Considérant les 14 principes de discrimination interdits par la Charte québécoise des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Considérant les objectifs mis de l'avant par le conseil municipal à travers sa commission sur le vivre ensemble et la participation citoyenne. Considérant les orientations du plan stratégique 2023-2027 de la Ville et les objectifs spécifiques qui en découlent à ce sujet, et considérant l'imputabilité de la Ville à offrir des services municipaux de qualité et un milieu de vie sécuritaire à l'ensemble de sa collectivité, et ce, de manière juste et équitable. Il serait en conséquence résolu que la Ville de Repentigny renouvelle sa déclaration d'engagement au Vivre ensemble, adoptée initialement le 16 mai 2022, et invite la population et ses partenaires à y adhérer.
Merci. Proposé par? Marlène Diallo. Appuyé par? Jennifer Robillard. Merci. On tombe à 7.4. Il s'agit d'une autorisation de signature d'une entente avec le Centre de services scolaires des affluents. Le tout est naturellement, une ville exploite effectivement des camps de jour. Alors, on a parfois des enfants à besoins particuliers. Parallèlement à ça, les écoles et les professeurs détiennent beaucoup d'informations qui peuvent être pratiques de façon à bien adapter le service aux enfants à besoins particuliers. En conséquence, en respect de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, une entente a été conclue avec le Centre de services scolaires visant à cet échange d'informations-là et à protéger cette information-là. Alors ici, il serait résolu d'autoriser Mme Caroline Petroni-Hamelin, chef de section soutien à la vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville de Repentigny l'entente d'échange d'informations avec le Centre de services scolaires des affluents d'une durée d'1 an dans le cadre du projet pilote visant à améliorer la collaboration et la transformation d'informations pour l'accompagnement des enfants à besoins particuliers en camp de jour, le tout pour leur plus grand avantage. Merci beaucoup. Donc, proposé par? Chantal Routier. Merci. Appuyé par? Benoît Delisle. Merci. 7.5. Il s'agit ici d'une résolution concernant les restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires et pertes économiques au Québec. Attendu que le programme des travailleurs étrangers temporaires constitue un levier essentiel au maintien et au développement de la vitalité économique et de l'offre de services dans l'ensemble des régions du Québec. Attendu que les restrictions imposées à ce programme depuis 2024 affectent directement la capacité des entreprises à maintenir leurs activités. Attendu qu'un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec, mené auprès de 346 entreprises de toutes les régions du Québec, est rendu public en janvier 2026, témoigne des perspectives sombres découlant des restrictions à ce programme pour les entreprises et les régions où elles se trouvent. L'impact financier moyen par entreprise jusqu'en janvier 2026 représente une perte de 531 000 $, soit 6,5 du chiffre d'affaires en moyenne. L'impact financier moyen par entreprise projeté pour les 2 prochaines années est estimé à 2,2 millions de $, soit 12,7 du chiffre d'affaires en moyenne. 35 des répondants estiment que la survie de leur entreprise est à risque en raison des restrictions et 72 des répondants estiment que leur région est difficilement viable ou pas du tout viable économiquement en raison de la diminution de l'immigration permanente et temporaire. Attendu que cette baisse du chiffre d'affaires s'explique par les conséquences concrètes de la réduction de la main-d'œuvre disponible. Les entreprises sondées décrivent aussi un impact opérationnel que les restrictions du programme apportent sur leurs activités, soit 36 ont refusé ou annulé des contrats, 32 ont abandonné des projets d'investissement et 32 ont réduit leur production. Attendu que ce même sondage indique que 77 de la population souhaite que le gouvernement du Canada facilite le renouvellement des permis de travail temporaires des travailleuses et travailleurs déjà établis. En conséquence, il serait résolu que la Ville de Repentigny demande au gouvernement du Canada d'adapter les règles du programme des travailleurs étrangers temporaires, de même que les mesures temporaires qui y sont associées, aux réalités économiques et au marché du travail vécu dans l'ensemble des régions du Québec. Merci. Oh, c'est terminé? Oui. Génial. Merci. Je savais la fin, je pensais. Proposé par? Alexis Delage. Appuyé par? Jennifer Robillard. Merci. On tombe à 7.6. Il s'agit ici de l'adoption de la nouvelle charte d'engagement en diversité sexuelle et pluralité de genre. Considérant les besoins de sensibilisation observés pour prévenir la haine et renforcer la cohésion sociale, le sentiment de sécurité et le vivre ensemble au sein de la communauté repentignoise. Considérant la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, qu'on vient de souligner, considérant les orientations prévues au plan d'action 2026 de la stratégie Ville inclusive et la déclaration d'engagement du vivre ensemble adoptée par le présent Conseil,
En conséquence, il serait résolu d'adopter la nouvelle charte d'engagement en diversité sexuelle et pluralité des genres, de déléguer à l'administration la responsabilité de déployer la démarche qui en découle, le tout tel que décrit au sommaire décisionnel 2026-231. Et on remercie Marie-Angéline Descadres pour son travail dans le dossier, bien sûr. Donc, proposé par? Marlène Diallo. Appuyé par? Appuyé par Karine Benoît. Merci beaucoup. On tombe à 7.7. Il s'agit ici d'une abolition d'entente intermunicipale de fourniture de services incendie. Effectivement, il y a eu un changement d'orientation stratégique à la ville de Sainte-Thérèse qui privilégie désormais un cadre d'entraide régionale distinct et donc limité à sa MRC et qui prévoit un processus de facturation propre à l'entraide intermunicipale qui engendrait une augmentation significative des coûts pour les citoyens de Repentigny en cas d'appel d'entraide. De plus, on va s'entendre que la ville de Sainte-Thérèse n'est pas nécessairement la plus près et la plus à même de répondre aux appels d'entraide ici à la ville de Repentigny. On a d'ailleurs beaucoup d'autres ententes d'entraide avec les différentes villes limitrophes. Alors, considérant ces changements-là, il serait résolu d'entériner l'abolition de l'entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en matière de protection incendie entre la ville de Repentigny et la ville de Sainte-Thérèse et d'autoriser M. le maire ou la mairesse suppléante et en son absence, et le greffier ou son assistant en son absence à signer tout document donnant effet aux présentes. Merci. Proposé par? Chantal Routier. Merci. Appuyé par? Je seconde, M. le Président. Merci. 7.8. Et juste avant de commencer, je vais me retirer. Merci de le noter. Il s'agit ici des conditions de cession d'un terrain et d'une contribution financière pour la réalisation d'un projet de logement abordable. Alors, considérant les pouvoirs d'aide confirmés à la Ville en vertu des dispositions de l'article 84.2 de la Loi sur les compétences municipales, selon lequel toute municipalité locale peut accorder une aide au bon fonctionnement d'un organisme qui a la gestion de logements sociaux ou abordables. Considérant qu'après s'être engagé à participer financièrement à la contribution du milieu exigé, une municipalité peut réclamer à la communauté métropolitaine de Montréal, conformément à l'application de l'article 153.1 de la loi qui la forme, la contribution de base qu'elle aura versée au cours de l'année. Considérant la mission de l'organisme Un Toit pour tous, MRC de la SOPTION, soit de favoriser le développement de nouveaux projets de logements sociaux, communautaires et abordables à travers la construction et l'acquisition d'immeubles. Considérant que dans le cadre d'un projet financé par le Fonds fiscalisé Desjardins, la CMM rembourse sa contribution municipale jusqu'à un maximum de 20 % des coûts de réalisation du projet, soit un montant total de 8 177 948,06 $. Et ça, c'est seulement 20 % du projet. Considérant que la demande totale de contribution financière s'élève à 8 295 293,40 $, soit un montant supérieur de 117 345,34 $ par rapport à la contribution maximale de la CMM. En conséquence, il serait résolu de céder à titre gracieux un terrain vacant situé au 166 boulevard Louis-Philippe Picard, en la ville de Repentigny, province de Québec, connu et désigné comme étant le lot 6 287 867 au cadastre du Québec, d'une superficie de 6 257,9 mètres carrés et d'une valeur marchande de 4 381 000 $, conditionnellement à ce que le projet soit accepté par la CMM, d'autoriser M. le maire ou la mairesse suppléante en son absence et le greffier ou son assistant en son absence à signer tout acte donnant effet à la présente, y incluant l'acte de vente du terrain, d'accorder une contribution monétaire au montant de 3 796 948,06 à l'organisme Un Toit pour tous pour la réalisation d'un projet de logement abordable visant la construction d'un édifice de 5 étages comportant 104 unités, à la condition que la CMM rembourse la dite contribution financière
et d'accorder une contribution financière supplémentaire de 117 345,34 financée par les revenus de la contribution reçue de la CMM. Merci. Proposé par? Éric Lepage. Appuyé par? Karine Benoît. Merci. Merci. Oui, beau projet, effectivement. Merci beaucoup. Donc, on tombe à... Tiens, tu peux aller chercher Jennifer, finalement. On tombe à 7,9. Pour le 7,9, Monsieur le Président, je demande la permission de me retirer. Parfait, merci. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat de déploiement de la neige, d'épandage d'abrasifs et de fondant dans les rues trottoirs et pistes multifonctions de la ville dans le secteur nord. Donc, suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer le contrat à la firme Les Entreprises JFM Mass Incorporées pour le déblaiement de la neige et l'épandage d'abrasifs et de fondants dans les rues, les trottoirs et les pistes multifonctions de la ville, secteur nord, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 7 904 521,26 incluant les taxes pour une période de 5 ans, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Un proposeur. Je propose, Madame la Présidente. Appuyé par? Chantal Routier. Merci. On passe en 7.10, octroi de contrat. Location de camions semi-remorques avec opérateur pour le transport de la neige, secteur Le Gardeur. Madame la Présidente, on va aller chercher M. Masse. Oui, merci. J'avais manqué cet échange de huis clos. Merci. Donc, 7.10. Très bien. Alors ici, toujours suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer le contrat de location de camions semi-remorques, secteur Le Gardeur, aux firmes selon les montants totaux approximatifs que l'on citera bientôt pour une période de 2 ans, soit les saisons hivernales 2026-27 et 2027-28. Les montants incluent les taxes. Donc, à les entreprises Presqu'île Incorporées de l'Assomption pour 6 semi-remorques pour 289 737 $. Les excavations G. Allard Incorporées de l'Épiphanie pour 2 semi-remorques pour 118 000 $, 543,82 $. Et pour Lucien Clément et Fils Incorporé de Saint-Roch-de-la-Chigan pour 2 semi-remorques pour un montant de 88 300 $ et 80. Le tout, pour l'ensemble, on arrive à 496 581 et 62. D'accepter la liste de rappels officiels établie conjointement avec le service des travaux publics pour la location des camions semi-remorques avec opérateur, jointe au sommaire décisionnel 2026-223, d'autoriser la division de l'approvisionnement à mettre à jour la dite liste si requis. Merci. Proposé par? Karine Benoît, je propose. Appuyé par? Chantal Routier. Merci. 7.11. Juste un instant, Monsieur le maire, je prends une petite note. Excellent. 7.11, il s'agit de l'octroi d'un mandat de service professionnel pour une étude d'avant-projet pour la réfection et la mise aux normes des procédés à la station de purification des eaux. Alors, suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer à la firme Tetra Tech QI Incorporée le mandat pour les services professionnels pour l'étude d'avant-projet pour la réfection et la mise aux normes des procédés de la station de purification des eaux au montant de 562 802,63 taxes incluses, cette firme étant le plus bas soumissionnaire conforme au sens de la loi, et que cette dépense soit financée par la réserve d'eau potable. Merci. Proposé par? Jennifer Robillard. Appuyé par? Benoît Delisle. Merci beaucoup. Je vous rappelle que la réserve vient des compteurs d'eau que vous payez. Donc, 7.12. Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour l'exécution du programme de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour 3 ans. Suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer le contrat à la firme Nordico, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 291 436,79, incluant les taxes, pour 3 ans, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme.
Merci. Proposé par? Chantal Routier. Appuyé par? N'importe qui. Martine Roux, je pense. Merci beaucoup. 7.13. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour une réfection majeure du passage à niveau du boulevard Le Bourgneuf. Alors, puisqu'on est en emprise ferroviaire, le contrat ne peut être donné à personne d'autre que le CN. Le CN nous a estimé les travaux pour un montant de 293 276,96 non taxables. Il serait donc résolu d'approuver cette dépense en lien avec cette réfection-là du passage à niveau et d'autoriser la dépense en lien avec ces travaux, dont découlera une facturation selon les dépenses réelles qui sera reçue une fois les travaux complétés. Proposé par? Chantal Routier. Appuyé par? J'appuie ma collègue. Merci. 7.14. Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour le remplacement des modules de jeu au parc Jean Duceppe. Alors, suite à un appel d'offres public, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme Équipement récréatif Jean Bette Incorporé pour réaliser ce remplacement selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix pour un montant total approximatif de 408 805,11 incluant les taxes, celle-ci étant la soumission conforme, ayant obtenu le pointage intérimaire le plus élevé et étant, du fait même, la plus basse soumission conforme. Le tout sera financé à même le règlement 675. Merci. Proposé par? Non, le micro ne marche pas. Une excellente nouvelle pour les citoyens du secteur qui vont l'apprécier, j'en doute point. Donc, oui, je vais le proposer. Merci. Appuyé par? Éric Lepage. Merci. On tombe à 7.15. Il s'agit ici de l'octroi d'un mandat de service professionnel pour les plans de vie et surveillance pour la réfection des infrastructures d'une portion du bassin Hélène. Alors, suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer à la firme FL Expert Conseil Incorporé le mandat pour service professionnel pour un montant de 736 874,78 taxes incluses. Cette firme étant réputée le plus bas soumissionnaire au sens de la loi. Alors que la portion plan et devis au montant de 155 331,23 taxes incluses soit financée par le règlement d'emprunt 652 et que la portion surveillance au montant de 581 543,55 taxes incluses soit conditionnelle à la promulgation de futurs règlements d'emprunt décrétant cette dépense et pourvoyant à son financement. Merci. Proposé par? Karine Benoît, je propose, M. le Merci. Président. Appuyé par? Martine Roux. Merci. On tombe à 7.16. Il s'agit ici du renouvellement d'un contrat avec Microsoft 365, en fait pour les applications Microsoft 365. Alors, toujours considérant le règlement sur l'attribution de certains contrats des organismes municipaux suivant une procédure sur invitation écrite ou de gré à gré, puisque le contrat passe par une entente cadre du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, il s'agirait d'approuver cette dépense pour un contrat de 3 ans avec ITI Incorporé pour les licences et les frais de gestion du ministère de la Cybersécurité et du Numérique pour un montant maximal de 2 523 847,32 taxes incluses, et d'autoriser M. Ghislain Charbonneau, chef de division infrastructures technologiques au service des ressources informationnelles, à signer les documents contractuels liés à ce dossier. Merci. Proposé par? Jennifer Robillard. Merci. Appuyé par? Karine Benoît. On tombe dans gestion du capital humain. 9.1. Il serait proposé, appuyé et résolu de nommer Mme Danica Terrien Saint-Louis au poste d'adjointe administrative, mairie temporaire, classe 2, échelon 1, à la direction générale, et ce, pour la période du 1er juin 2026 au 16 juillet 2027, pour un remplacement de congé de maternité. Merci. Proposé par? Je propose avec plaisir, M. le Président. Merci. Appuyé par? Alexis Delage, j'appuie. Merci. 9.2. Il serait proposé, appuyé et résolu de nommer M. Stéphane Côté au poste contractuel de chef de section gestion d'immeubles, classe 5, échelon 8, au service des travaux publics, division bâtiment, et d'approuver son contrat de travail pour 5 ans à compter du 13 mai 2026. M. Côté devra effectuer une période de probation de 6 mois et d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante
et le greffier ou son assistant à signer pour et au nom de la Ville ce contrat. Merci. Proposé par? Alexis Delage. Appuyé par? Marlène Diallo. Merci. 9.3. Il serait proposé, appuyé et résolu de nommer M. Martin Belzile au poste contractuel de directeur général adjoint, classe 14, à la direction générale et d'approuver le contrat de travail à intervenir avec la Ville de Repentigny pour une période de 5 ans, et ce, rétroactivement au 11 mai 2026, et d'autoriser M. le maire ou la mairesse suppléante et le greffier ou son assistant à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Donc, vous pourrez passer au prochain conseil en avant. Et l'initiation, c'est la gestion du timer à la prochaine. Mes sincères félicitations, Martin. Un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir collaborer avec toi à un autre niveau. Donc, pour la proposition de 9.3, tout le monde s'était battu. Alors, proposé par... C'est Kevin Buteau qui le propose. Et avec, appuyé fierté. par... Je seconde avec grand plaisir. C'était unanime. Alors, félicitations encore, Martin. On tombe maintenant au point 9.4. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de nommer Mme Alexandra Lehoux au poste de conseillère en acquisition de talents et expérience employée, temporaire, classe 4, échelon 8, au service des ressources humaines, division acquisition de talents et développement organisationnel, et ce, pour la période du 1er juin 2026 au 24 décembre 2027, toujours pour un remplacement de congé de maternité. Et juste avant de terminer le point du capital humain, c'est toujours une fierté, puis je tiens à le rappeler, là, mais Repentigny, dans la presse, les villes les moins dépensières par habitant, dans les villes de 25 000 habitants et plus, Mascouche est premier à 224, Repentigny est quatrième à 239 $, donc une des villes qui dépense le moins par habitant pour ses fonctionnaires. Donc, on a une administration qui est légère, agile et efficace. Donc, le 9.4 propose, malgré ce que certains pourraient en dire, donc pour l'adoption de 9.4 proposé par... Jennifer Robillard. Appuyé par... Martine Roux. Merci. On tombe à 10.1.1. Il s'agit ici du règlement 663 sur les activités commerciales de vente d'articles d'occasion et de prêt sur gage. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 663. Son objet est de régir les activités commerciales de vente d'articles d'occasion et de prêt sur gage sur le territoire de la Ville, en remplacement du chapitre 5 du règlement 140 qui sera complètement abrogé, et la portée et l'ensemble du territoire. Un conseiller pour en donner l'avis? J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe dans les adoptions à 10.4.1. Il s'agit du règlement 384-3 qui vient modifier un ancien règlement d'emprunt. Pour ceux qui étaient là le mois passé, on a adopté l'avis de motion. Il sert à remplacer le règlement 384-2 sur lequel il y avait une erreur dans le montant. Alors ici, on a modifié la version finale du règlement, on a modifié sa forme, mais pas son contenu. Son contenu est toujours le même, soit retirer les travaux prévus pour un second régulateur et diminuer en conséquence les dépenses et l'emprunt autorisé. La portée et l'ensemble du territoire. Son coût, on abaisse les dépenses et l'emprunt autorisé d'un montant original de 922 025 $ par un montant de 592 978 $. Le mode de financement est un emprunt par émission d'obligations pour un montant de 592 978 $ au lieu du 922 025 $ prévu, le tout remboursable sur 20 ans. Et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 384-3. Désolé, merci. Proposé par... Benoît Delisle. Merci. Appuyé par... Jennifer Robillard. Merci. 10.4.2. Il s'agit ici du règlement 684 qui décrète la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Repentigny. Historiquement, ceux qui suivent le Conseil, c'était le règlement 78. Après 35 modifications, je crois, alors on refait un nouveau règlement qui va se tenir un peu mieux, mais c'est le même but que le règlement 78.
Depuis le dépôt avec l'avis de motion, il y a eu une modification. Cette modification-là vise à ajouter une disposition ayant pour effet de majorer les tarifs de 100 % pour tout permis ou certificat délivré après la fin des travaux pour lesquels un permis était requis, ainsi que pour tout permis ou certificat délivré après qu'un avis d'arrêt des travaux ait été émis par la Ville de Repentigny en raison de l'absence d'un permis ou d'un certificat pour des travaux qui étaient en cours d'exécution avant que ces travaux ne soient arrêtés, afin de refléter le travail supplémentaire nécessaire pour les ressources municipales. L'objet du règlement est de remplacer le règlement 78, tel que mentionné, et de mettre à jour la tarification pour certains biens, services et activités de la Ville, sa portée et l'ensemble du territoire. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 684. Merci. Proposé par? Karine Benoît. Appuyé par? Marlène Diallo. Merci. On tombe à 10.4.3. Il s'agit ici du règlement 687 relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la Ville de Repentigny. Tel que mentionné lors du dépôt de l'avis de motion lors de la dernière séance du Conseil, il vise à remplacer le règlement 140 qui, lui, était en vigueur depuis 2003 et n'avait pas été mis à jour non plus du côté des amendes. Donc, le but ici est de remplacer ce règlement, d'ajuster les diverses infractions, particulièrement à la lumière des différents jugements qui ont été rendus depuis plus de 20 ans, et ajuster les amendes qui y sont liées. La portée et l'ensemble du territoire, il serait donc résolu d'adopter le règlement 687. Merci. Proposé par? Chantal Routier. Appuyé par? Karine Benoît, j'appuie. Merci. 10.4.4. Il s'agit ici du règlement 688 concernant les nuisances. Même mention fait lors de l'adoption de l'avis de motion le mois passé. Celui-ci datait de 2002 et n'avait pas été refait depuis. Alors, son objet, remplacer le règlement 43 sur les nuisances, ajuster les diverses infractions prévues à l'intérieur du règlement et ajuster aussi les amendes qui y sont liées. La portée et l'ensemble du territoire. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 688. Proposé par? Chantal Routier. Appuyé par? Marlène Diallo. Merci. 10.4.5. Ici, il s'agit du règlement 694, qui est un règlement à caractère provisoire visant à interdire tous travaux ou utilisation d'un immeuble susceptible de créer des besoins excédant la capacité d'un système d'égout local des bassins desservis par la station de pompage Félix. Vous pourrez voir une carte à l'arrière où on montre l'ensemble des bassins. Ce sont des bassins, effectivement, d'égouts sanitaires qui passent tous par la station Félix, qui se trouve, dans le fond, à l'intersection du fleuve, du bassin Félix et du bassin Beauchesne. Tout ça s'en va à la station Félix et est pompé par la suite vers la station d'épuration des eaux située à l'île Lebel. Alors ici, tel que mentionné lors de l'avis de motion, il y a eu un avis de non-conformité du ministère de l'Environnement. Cet avis de non-conformité-là a été suivi d'un plan d'action qui prévoyait 3 actions. Donc, la reconstruction de 2 rues en particulier pour y implanter un égout séparatif, donc diminuer le volume d'eau qui rentrait à la station de façon à éviter des débordements au fleuve d'ordre de pluie intense. Nous croyons, d'après les données préliminaires, que ces 2 actions-là suffiront à régler la problématique. Cependant, il faut s'en assurer en empêchant l'émission de nouveaux permis qui permettraient l'addition de nouveaux logements avant d'avoir la garantie que les normes environnementales seront respectées. Donc, le règlement interdit provisoirement tous travaux ou utilisation d'un immeuble susceptible de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout local pour ce bassin et les propriétés concernées sont celles à l'intérieur des différents bassins montrés à la carte ici. Alors, en conséquence, il serait résolu d'adopter le règlement 694. Peut-être avant l'adoption, petite mention, la campagne de relevé qui se déroule en ce moment devrait se terminer vers la fin de l'été ou au tout début de l'automne, ce qui fait que si tout est confirmé relativement au relevé, on devrait être en mesure d'enlever cette interdiction-là dès le début de l'automne. Merci beaucoup. Donc, proposé par? Martine Roux. Appuyé par? Kevin Buteau, j'appuie. Merci. 10.4.6. Il s'agit ici du règlement 695 décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles, la démolition
de bâtiments qui y sont situés, la préparation au développement de ces terrains ou le versement d'aides à la relocalisation sur le territoire, ainsi qu'un emprunt de 20 millions à ces fins. Le titre dit pas mal qu'est-ce que c'est. On parle donc d'une portée sur tout le territoire. Le coût est de 20 millions de dollars qui serait financé par une émission d'obligations d'un montant identique pour 20 ans et le remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 695. Merci. Proposé par? Benoît Delisle. Merci. Appuyé par? J'appuie mon collègue. On tombe dans les interventions des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des interventions? Oui, Mme Routier. Bonsoir tout le monde. Je voulais simplement vous rappeler que le 23 mai prochain, c'est les portes ouvertes du service de police de la ville de Repentigny. Au 1 Montée des Arsenaux, il y a des jeux gonflables, il y a plein d'activités, il y a même des démonstrations, plusieurs démonstrations comme de taser, des choses comme ça. Il va y avoir plein d'activités. Fait que je vous suggère fortement d'y être. C'est de 10h à 15h. Alors, vous allez adorer ça. C'est la 3e ou 4e édition. Puis vraiment, là, c'est tout le temps, de plus en plus de monde y vont. Puis en général, il fait toujours beau. Alors, on va espérer que ça soit la même chose. Je voulais aussi vous rappeler que c'est le moment où le service des incendies se promène, viennent cogner à la porte. Alors, vous pouvez les accueillir avec un café ou en tout cas un beau sourire. Hein? Et puis, ils sont là, dans le fond, pour vérifier vos avertisseurs de fumée, pour voir si tout est correct, si tout est conforme. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, c'est le temps de poser des questions aussi à ces gens-là. Ils sont formidables. Puis, c'est ça. Fait que je voulais simplement vous rappeler ça parce qu'ils sont là quand même 7 jours sur 7 et même le soir. Alors, des fois, on peut se demander, « Oh, mon Dieu, quelqu'un qui cogne à la porte. » Et ce n'est pas un colporteur. Non, c'est le service des incendies qui serait là pour notre sécurité à tous. Alors, sur ça, ben, je ne vous dirai pas le pointage. Je n'ai pas été voir, mais je vous souhaite une belle soirée. Et, on vient de me faire des signes, mais je ne le dirai pas. Alors, je souhaite bonne chance à nos Canadiens. Bonne soirée. Merci beaucoup. Puis si vous avez des noms pour les tests de taser, on peut appeler le service de police. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des interventions? Madame Robillard? Oui, le 23 mai, levez-vous de bonne heure, parce qu'il y a aussi une activité, c'est notre journée éco-citoyenne où on peut se procurer le compost. Donc, à partir de 8h30, fait qu'on va au compost, on étend ça, puis on va aux policiers ensuite. Là, fait qu'il n'y a pas de jaloux. Donc, on se rappelle, il y a 2 endroits là, pour cette journée éco-citoyenne-là. Donc, dans les stationnements de l'école Jean-Baptiste Meilleur ou encore de l'école L'Horizon. Donc, distribution de compost, pousse d'arbres. Des fois, il y a des semences, mais arrivez tôt, parce que sinon, il n'y en a plus. C'est très populaire. Puis nos équipes vont être sur place aussi pour répondre à vos questions sur des gestes éco-citoyens que vous pouvez poser ou encore les subventions là, qu'on offre à la Ville de Repentigny. Donc, bon 23 mai. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de membres du Conseil? Non. Donc, pour la levée de la séance, proposée par? Je propose la levée de la séance, Monsieur le Président. Merci. Appuyé par? Alexis Delage. Merci. Bon retour à tous.